C'est quand vous voulez. Ah bah, c'est super. Eh ben, merci à la Blackpool de nous accueillir. Donc, ce que je vous propose, on va essayer de faire ça en 10 minutes sur la presse. D'abord, vous parler du marché qu'on vise et pourquoi on pense que c'est le bon moment de pousser de la décentralisation sur ce marché-là. Euh, Deuxième partie, plus sur Talao et le positionnement et le rôle du token dans l'écosystème et comment on le voit. Et puis ensuite, bah, l'équipe et puis l'ICO et les différentes métriques qui peuvent tourner autour, en allant le plus vite possible aux questions, parce que je pense que c'est surtout l'intérêt d'Anama, c'est que vous puissiez me charcuter avec toutes les questions qui vous passent par la tête. Alors, donc je vais quand même me présenter, ça arrive un peu plus tard dans la présentation, mais ça ne serait pas très normal. Donc moi, je m'appelle Denis Lafont, je suis co-founder de Talao. Très rapidement, j'ai commencé ma carrière plutôt au siècle dernier dans l'Internet, en rejoignant un opérateur qui s'appelait Olean, qui était le premier opérateur à amener l'Internet professionnel en France, enfin forfaitaire et professionnel en France. Ensuite, j'ai cofondé une agence digitale qui s'appelait Fisystem, qu'on a amené en bourse. J'ai fait l'IPO en octobre 98. Donc j'ai un passé marché régulé. J'ai une petite idée de ce que ça veut dire que d'avoir un doc de référence et une relation saine avec le régulateur. Et puis ensuite, j'ai rejoint le groupe Capgemini, sur lequel j'ai plutôt piloté des projets informatiques et des équipes informatiques. Après, j'ai fait une petite passe dans le monde du venture capital, chez un venture capital qui s'appelle M Capital Partner. Et puis, j'avais investi à titre perso dans le grand frère de Talao qui s'appelait eMindHub. Et en découvrant un peu à la fois l'équipe et le potentiel de la boîte, bah, je me suis dit que c'était le moment de rejoindre une nouvelle aventure entrepreneuriale. Donc voilà un peu sur le bonhomme. Donc je vous propose de basculer slide 2, parler tout de suite du marché avant de parler de Talao pour bien comprendre là où on met les pieds. Donc on vise le marché alors de ce qu'on appellerait en France le marché du freelancing ou le marché du work on demand, qui est en gros ce marché qui est né plutôt dans le monde anglo-saxon et qui permet à une entreprise de recourir à une personne qui va travailler à la demande. Euh, alors ça s'est vu beaucoup dans le monde de l'informatique, ça s'est vu ensuite dans le monde du conseil en stratégie, dans le monde du marketing. C'est un marché, le freelancing existe depuis un bon moment dans le monde anglo-saxon. Dans les années 2000, avec le début de l'Internet, on a commencé à voir apparaître des plateformes. C'est ce que vous avez sur le slide numéro 2. Donc ce marché a commencé à se digitaliser, c'est-à-dire que vous avez des sociétés qui se sont créées pour mettre en relation des freelances avec des entreprises qui avaient besoin de ces mêmes freelances. Ça a démarré par un marché plutôt de commodité. Le cœur du positionnement de ces boîtes-là, c'était je trouve des Indiens qui font du code informatique, payés pas très cher, et je les présente à des sociétés américaines qui structurellement ont un besoin de développeurs informatiques. Donc ça, c'est les années 2000, avec en particulier deux sociétés, Odesk et Elance, qui ont créé ce marché-là, qui ont ensuite fusionné pour créer un de ceux qui est le leader actuel, qui s'appelle Upwork. Bon, ça c'est pour l'historique par rapport au monde du digital. Il y a une chose à retenir, et c'est ce que vous voyez dans ce slide-là, c'est qu'en 2017, aujourd'hui dans le monde, vous avez à peu près 100 millions de freelances. Alors, c'est entre 30 et 50 millions aux États-Unis, 15 millions en Inde, 15 millions en Europe. Il y en a pas mal aussi, alors Europe au sens Europe de l'Ouest. Il y en a pas mal aussi maintenant en Europe de l'Est. Donc 100 millions de freelances. Sur ces 100 millions de freelances, en fait, vous n'en avez que 20 millions, enfin 20%, pardon, mais ça fait 20 millions, qui utilisent des plateformes digitales. J'expliquerai après pourquoi. Donc ça, c'est le constat, c'est le marché tel qu'il est aujourd'hui. Alors il faut toujours faire attention quand on regarde ce marché-là, parce que souvent on le voit avec le biais du marché français. Le marché français du freelancing est relativement peu développé. Il est plutôt développé dans le monde de l'informatique. Il a pendant très longtemps été associé à de la précarité, c'est-à-dire étaient freelance, les anciens managers ou les développeurs qui avaient du mal à trouver du boulot. Ça a progressivement changé avec un marché du freelancing qui va plus vers bah, des gens qui ont envie de choisir leurs clients, qui ont envie de choisir leur rythme de vie, leur géographie, et je dirais presque leur mode de vie. Mais ça reste quand même en France, on est quand même un petit peu, on a moins de volume que ce qui peut exister sur les autres marchés. Donc si on prend cette photo aujourd'hui, 100 millions de freelance, sur ces 100 millions, il y en a 20 millions qui passent par des plateformes.
Et on est sur une tendance très forte puisqu'on considère qu'il y a à peu près 50% de la population des pays développés, la population en situation de travailler dans les pays développés, qui fera du freelancing d'ici 2025. C'est une mouvance extrêmement développée. Alors, je ne connais pas vos métiers, je ne sais pas dans quoi vous bossez, mais je pense qu'on le voit tous plus ou moins, soit avec des copains, soit avec des clients, soit avec des prestataires avec lesquels on bosse. Il y a vraiment une très très grosse mouvance à l'échelle mondiale, en particulier dans les pays développés, pour aller vers ce travail à la demande. Les ordres de grandeur, vous les avez. Le marché aujourd'hui, si on est purement digital, c'est 5 milliards. Bon, ça peut paraître comme ça beaucoup parce que le chiffre est impressionnant, mais un marché de 5 milliards à l'échelle mondiale, c'est pas tant que ça, c'est pas mal, mais c'est pas énorme. Par contre, le marché global du freelancing, c'est-à-dire si vous mélangez tout, ceux qui sont sur des plateformes et ceux qui ne le sont pas, c'est un marché de 2500 milliards. C'est ça qui nous intéresse en fait. Ce qu'il faudra comprendre, et ce que j'essaie de vous expliquer après, c'est qu'en fait, comme on casse complètement le modèle économique des concurrents, comme on décentralise complètement la chaîne de la valeur, ce qu'on pense, c'est être en situation d'avoir une offre qui est unique pour ceux qui aujourd'hui n'utilisent pas des plateformes, plein de raisons, je vais vous expliquer juste après, et qui vont trouver avec Talao une bonne raison de rejoindre une plateforme digitale. Vous pouvez passer ensuite au slide 3. Comme je vous le disais, ce marché, il est en plein boom. En fait, il y a trois raisons. Il y en a deux qui sont évidentes, que tout le monde voit, et il y en a une troisième qu'on pressent. Alors, parlant à une communauté crypto, je pense que vous le comprendrez bien, c'est moins évident du point de vue des entreprises. Les deux premiers points, c'est un, de plus en plus des people qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui, ils veulent choisir leur vie. Choisir leur employeur, choisir leur salaire, choisir leur géographie, définir des zones, des moments dans la vie dans lesquels ils sont très actifs et des moments dans lesquels ils sont moins. Et avec une population dite millennials, bon, je ne suis pas très fan du terme, mais enfin en tout cas, on va dire la jeune génération. Moi j'ai 47 ans, hein, donc je peux déjà commencer à me considérer dans les anciens. La jeune génération, et ça je l'ai vu depuis pas mal de temps dans mes équipes, voilà, elle est vraiment dans ce mood-là. Et l'employeur, il faut que le projet soit sympa, il faut que ça corresponde à l'éthique de vie ou à l'éthique professionnelle qu'on a envie d'avoir. Et puis, on n'hésite pas à quitter son employeur, soit pour changer de géographie, soit parce qu'on a trouvé un truc plus sympa ou dans lequel on est plus libre. Donc, la première motivation derrière le changement qu'on est en train de vivre à l'échelle mondiale, c'est cette population qui arrive, qui est très largement supérieure maintenant à la population des baby boomers. C'est-à-dire que ça représente beaucoup de volume. Deuxième chose, c'est ce que vous avez sur la partie droite avec le petit carré vert, c'est que, alors ça par contre c'est un changement qui est beaucoup plus récent, dans les grandes entreprises en particulier, historiquement, votre boulot c'était de bien comprendre le marché, de prévoir le produit et puis d'optimiser la vente et de le faire avec des équipes que vous aviez recrutées et dans un temps qui était plutôt long, c'est-à-dire on attaquait des marchés mondiaux en quelques années, on était dans une échelle de temps qui était de l'ordre de l'année. Et puis en fait, je pense qu'on le constate tous, le temps s'est accéléré, y compris pour les entreprises, donc elles ont besoin, la guerre des coûts aujourd'hui a trouvé sa limite à peu près partout, y compris en Chine. Donc les entreprises aujourd'hui ont besoin d'être très rapide, parce que ça va très vite, des nouveaux concurrents, des nouveaux produits, etc., des nouvelles méthodes de production. Deux, bah, comme les collaborateurs ou les personnes que vous pouvez recruter ont une tendance à bouger un peu plus qu'avant, bah, quand vous avez besoin de produire vite, il faut vous appuyer sur les bonnes expertises, et ces bonnes expertises, vous ne les avez plus forcément uniquement en interne. Nous, on vient du monde de l'aéronautique. Ce n'est pas forcément le premier secteur où vous imaginez qui est des freelances ou des gens qui travaillent en contractuel, enfin une seule personne qui travaille pour un grand compte de l'aéronautique, et pourtant ça existe. Pourquoi? Parce que quand vous êtes expert de la motorisation, moteur Rolls-Royce sur avions de type Boeing ou Airbus, vous êtes 50 dans le monde à savoir faire ça, et vous vous baladez de client en client et de géographie en géographie. Donc la deuxième chose qui est en train d'arriver, qui est plus récente, c'est les entreprises qui ont besoin de faire appel à ce qu'on appelle en termes de marché extended workforce. Ce sont des gens qui ne sont pas directement dans votre masse salariale, ce ne sont pas des gens que vous avez recrutés, mais c'est des gens qui sont très importants pour vous pour délivrer votre produit. Donc ces deux, ce que vous avez en haut là, ces deux forces sont extrêmement fortes pour faire bouger ce marché du travail à la demande. Puis il y a une troisième chose qu'on voit beaucoup moins, et c'est ce que je vous disais, en étant dans le monde des cryptos, je pense qu'on le sent un peu plus que les autres, c'est que c'est un marché qui a été extrêmement centralisé. Il faut comprendre que le marché du freelancing, dans les années passées, c'était un grand compte qui employait un freelance.
un peu comme il emploie un sous-traitant. Et puis, quelque part, c'est un peu lui qui fixait tout, quoi, hein, le prix, les conditions, etc. La blockchain est en train d'arriver, est en train d'amener un Internet qui sera beaucoup plus décentralisé, pour en parler dans les questions-réponses. Il y a un très bon papier là, qui est sorti en France il n'y a pas longtemps sur le sujet, sur ce qu'ils appellent le web décentralisé, qui pour moi explique bien ce qui est en train de se passer. Et donc cette décentralisation qu'on est en train d'amener avec les blockchains publiques, bon, qui n'est pas encore largement déployée, hein, tout ça est encore vraiment early stage, mais cette décentralisation qui est en train d'arriver, elle va casser le modèle de ces plateformes qui sont construites dans les années 2000, qui, et là vous pouvez passer au slide numéro 4, les plateformes dont je vous ai parlé précédemment, qui sont construites dans les années 2000, donc les Upwork, les Catalans, les TopTal, les GLG dans le milieu du conseil, sont des plateformes qui prennent entre 10 et 25% de commission. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Vous faites, on va prendre des chiffres ronds, 100 kg de chiffre d'affaires à l'année en étant freelance. Si vous passez par cette plateforme-là, vous perdez 10 à 25 kilos. Donc ce qui vous explique aussi pourquoi il y a 80 millions de freelances qui n'utilisent pas ces plateformes. Parce que quand vous avez vraiment besoin de trouver du boulot, quand vous êtes en Inde, que personne ne vous connaît, vous êtes prêt à aller sur cette plateforme pour trouver des clients et vous êtes prêt à lâcher ces 10 à 25 points de commission. Par contre, si vous êtes un bon expert, si vous avez vos clients, vous avez votre réseau, votre réputation, etc., vous n'allez pas passer sur une plateforme parce qu'en aucun cas, vous n'allez accepter de perdre 10 à 25% de commission. Donc la centralisation que l'Internet a amenée, hein, parce que c'est un peu bizarre, parce que moi qui viens du monde de l'Internet, on avait des grands rêves d'un Internet décentralisé. Quand on regarde 20 ans après, on a les GAFA et on n'est pas vraiment décentralisé. Dans le monde du freelancing, c'est exactement ça. Dans le monde du freelancing, les acteurs sont Upwork, Odesk, je crois c'est 98 et l'Inde c'était 97. Ces deux acteurs sont arrivés, vous les prenez 20 ans après, ils prennent entre 10 et 25 points sur du travail de freelance. Alors certains ont besoin et donc passent par ces plateformes et d'autres se disent bah, je vais essayer de le faire différemment. Malheureusement, il y a un deuxième problème sur ce marché-là, là, c'est plutôt la vision client. Ça, si vous êtes de l'industrie, on en discutera tout à l'heure, mais là, en tant que client, les clients vous le remonteront très facilement, c'est que c'est un monde un peu du mensonge. C'est-à-dire que vous avez 50% des informations sur un CV qui sont fausses. Quand vous embauchez un freelance, vous avez beaucoup, beaucoup de mal à savoir s'il a vraiment bossé sur ce qu'il a mis dans son expérience. Et c'est un problème. Alors, il y a plein de situations dans lesquelles se tromper sur un freelance n'est pas un problème. Si vous avez une bannière en Photoshop à faire pour une campagne de pub, bon, vous allez vite voir si le Photoshop il est bien ou il n'est pas bien, si la bannière elle est bien ou pas bien. C'est pas très grave, et puis si elle ne vous va pas, vous en ferez faire une autre. Par contre, quand vous avez besoin de faire intervenir un expert en cybersécurité parce que vous avez une équipe de 10 personnes à monter, parce que vous êtes en train de vous faire hacker, vous avez envie très rapidement de savoir si les gens que vous avez en face de vous ont bien les capacités à résoudre votre problème. Donc ce côté, je ne vais pas dire mensonge parce que c'est pas vrai, puis on l'a tous fait, je pense, dans la présentation parfois de nos expériences, mais c'est un vrai sujet côté client, en particulier dans les industries qui ont des sujets critiques. Dès qu'on parle de qualité, dès qu'on parle de compliance, de respect de la régulation, dès qu'on est sur des choses très techniques, importantes et difficiles à maîtriser, vous avez un client qui dit, moi j'aimerais bien quand même être sûr que la personne que j'ai en face de moi, elle sait bien faire ce qu'elle prétend savoir. Et puis, dernier point qui fait que cette industrie a été trop centralisée et que cette centralisation a pour nous, créé des problèmes qui sont forts, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut, mais à partir du moment où vous êtes sur une plateforme, que vous êtes freelance et que vous avez en face de vous un client, c'est une relation qui est pas équilibrée. Même si vous êtes un top expert et que le client a besoin de vous, à un moment, il peut rallonger les délais de paiement, il peut vous expliquer que la mission, c'était pas exactement comme ça qu'il la voyait, etc. Donc, vous avez structurellement sur ce marché-là un déséquilibre entre celui qui fournit le boulot, le freelance, et celui qui le reçoit. Et ça, pour l'avoir vécu, comme je vous l'ai dit, moi j'ai fait 10 ans chez Capgemini et mes co-founders ont fait aussi pas mal d'expérience dans ce monde-là. On l'a vu vraiment plein de fois. Donc, si on prend ce marché-là, c'est un marché qui est en pleine explosion, qui est plutôt un marché sympa en termes de taille, sur laquelle il y a des acteurs centralisés qui sont dominants depuis 20 ans, mais avec ces trois problèmes qui sont vraiment, en tout cas du point de vue du freelance pour deux d'entre eux, vraiment extrêmement importants. Donc partant de ce principe-là, donc là vous pouvez passer slide 5,
On a tout réinventé. C'est-à-dire que nous, notre histoire, c'est qu'on a démarré Talao. Alors, ça ne s'appelait pas Talao à l'époque. C'est une société qu'on a créée il y a 2 ans et demi qui s'appelle eMyDub. Sur ce constat que le marché du freelancing explosait. Et on a attaqué avec une première verticale qu'on connaît bien, qui est la verticale de l'aéronautique. Donc, notre positionnement a été de dire on va identifier les meilleurs experts de l'aéronautique, ou d'ailleurs pas que les meilleurs, mais enfin en tout cas ceux qui savent bosser dans le milieu de l'aéronautique, et on va les amener aux clients. Alors, les clients dans l'aéronautique, vous connaissez évidemment les constructeurs d'avions, ils sont majoritairement deux aujourd'hui, mais il y a les Chinois, donc il y a Airbus et Boeing d'un côté, et puis Comac en Chine qui arrivent. Mais vous avez tout autour un ensemble d'assembliers et de sous-traitants de rang 1 qui contribuent à la conception ou à la fabrication d'un avion. Et cet écosystème a besoin d'expertise extrêmement pointue, de plus en plus rapidement, en étant de plus en plus sûr que les compétences engagées sont les bonnes. Donc on a démarré sur ce marché-là il y a 2 ans et demi. Et puis en regardant, en discutant avec les freelances, en regardant les premières missions, etc., on a vu qu'il y avait vraiment quelque chose à construire sur 4 piliers. La première, donc ce que vous avez en haut à gauche, c'est si vous voulez trouver les meilleurs freelances pour vos clients, il faut que les meilleurs freelances soient sur votre plateforme. Si vous expliquez à un freelance qui est bon ou qui est très bon que vous allez lui prendre 10 à 20 points de commission, ça ne marchera jamais. Et je le comprends. Parce qu'il préférera faire son business en local, ou avec ses copains, ou avec ses anciens clients, ou avec les clients de ses clients, plutôt que effectivement peut-être trouver des clients qui payent un peu plus ailleurs sur la planète, mais se faire prendre 10 ou 15 points de commission. Donc ça, c'est la première chose qu'on a décidé, c'est que pour que ce marché fonctionne, c'est 0% de commission. On parlera après du business model, parce que je pense que vous avez forcément la question. Ensuite, vous avez deuxième partie à droite, petit carré vert. La blockchain, pour nous, elle nous sert à quelque chose d'extrêmement important, qui est de garantir la qualité et de certifier que la mission a bien eu lieu et que sur les compétences qui ont été engagées, le client a été content et à l'inverse, que le freelance est satisfait de la relation qu'il a eue avec le client. La façon de payer, la façon d'interagir, etc., etc. Donc, on s'est dit qu'on avait avec la blockchain une réponse unique, quelque chose qui n'existait pas jusqu'à maintenant, c'est cette capacité à amener de la certification d'expérience, avec évidemment, je pense que vous connaissez bien le sujet, avec ces certificats et cette expérience qui appartiennent aux freelances. C'est-à-dire que quand la mission est certifiée sur la blockchain, donc on est sur Ethereum, vous l'avez vu, quand la mission est certifiée sur la blockchain, vous verrez qu'on a construit une mécanique où cette réputation appartient aux freelances, elle appartient absolument pas à Talao, parce qu'on l'a vécu, nous, à l'inverse. Toutes les plateformes centralisées dont je vous ai parlé précédemment, si vous travaillez sur Upwork et que vous voulez partir, vous repartez à zéro. Il y a un vrai lock-in sur la plateforme, parce que c'est la plateforme qui détient la réputation, et si vous partez, vous repartez à zéro. Alors il y a la RGPD qui arrive en France, enfin en Europe, pardon, qui change ça. Hein, il y a l'obligation de ce qu'ils appellent la portabilité, c'est-à-dire que si vous êtes français et que vous travaillez sur Upwork, vous aurez la capacité à exporter votre réputation et la réimporter dans un autre. Mais enfin, si vous êtes indien et que vous travaillez pour une boîte américaine, vous ne l'aurez toujours pas. Donc c'est un point qui est extrêmement important. Certifier au client que la personne qui est en face de lui a bien réalisé l'émission avec telle ou telle qualité, et à l'inverse, certifier au freelance que cette réputation lui appartient. Troisième chose qui fait un très gros différenciateur pour Talao et pour pas mal de freelance, c'est qu'on est une DAO. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la communauté des freelances qui contribuent et qui ont une réputation sur la plateforme ont la capacité à influer sur la gouvernance de la plateforme, c'est-à-dire en modifier les paramètres, le modèle économique, la roadmap et à terme même l'équipe dirigeante. Pour être très explicite, nous sommes une société privée de droit français, donc une SAS. On ne pouvait pas passer sur un modèle de type fondation parce qu'une fondation en France ne peut pas avoir de prestations commerciales. Donc on a choisi un modèle de SAS privé. Il y a 9 membres au conseil d'administration. Donc ces membres du conseil d'administration nomment l'équipe dirigeante. Quand on démarre, là, juste après l'ICO, sur les 9 membres du conseil d'administration, vous en avez 8 qui représentent les actionnaires et 1 qui représente la DAO. Chaque année, il y a un représentant de plus de la DAO et un représentant de moins des actionnaires. Ce qui fait que dans 5 ans, la DAO
est en situation de choisir l'équipe dirigeante. Vous voyez qu'on a poussé quand même relativement loin, c'est une conviction forte. On pense qu'on va vers un monde plus décentralisé, avec un nouveau modèle d'entreprise, avec une nouvelle façon de fonctionner. Et comme je vous l'ai expliqué précédemment, on considère que la relation entre le freelance et les clients est relativement euh, déséquilibrée. Bah ça, c'est une façon de rééquilibrer. C'est dire, voilà, là, monsieur le freelance, la plateforme telle qu'elle existe aujourd'hui, tu as une vraie influence dessus. Et tu n'as pas qu'une influence sur la plateforme, c'est-à-dire la roadmap, mais tu as aussi un impact sur la gouvernance et le modèle économique. Et dernier pilier de l'offre Talao et de ce qu'on construit, alors ça c'est très mal expliqué dans le white paper parce qu'on a écrit le white paper en novembre et c'est un domaine sur lequel on n'était pas sûr qu'il y aurait un marché aussi fort. On savait que on ferait des revenus, mais on ne pensait pas que ça serait vraiment un deuxième pilier à ce point-là. C'est qu'on permet aux entreprises de créer leur propre marketplace. C'est-à-dire que, alors c'est le cas pour Airbus, mais vous verrez qu'il va y avoir d'autres annonces. Les grandes entreprises peuvent utiliser Talao pour se constituer leur propre communauté de freelance, les gérer elles-mêmes pour les fidéliser, pour leur donner des conditions particulières, de façon à s'assurer à ce que ces freelances travaillent plutôt pour eux que pour les autres. Alors, je vais citer un exemple que je pense qui va bien qui est très explicite. Dans le marché de l'aéronautique, ils ne sont pas nombreux. Donc, quand vous appelez Airbus, vous avez envie que les meilleurs freelances ils travaillent plutôt pour vous et pas pour Comac ou pas pour Boeing. Et quand vous êtes Boeing, c'est l'inverse. Donc, on a une demande. Alors, on savait qu'elle existait, mais en fait, pour vous expliquer quelque chose qu'on n'a encore pas bien dit, c'est qu'en fait, avec toute la pub qu'on a eue autour de l'ICU un peu partout dans le monde, on a eu des clients qui nous ont appelés et qui nous ont dit, bon, alors on a pas mal de freelance, on sait bien les gérer, on sait les facturer, il n'y a pas de problème. Par contre, on a du mal à trouver de nouveaux freelances sur des compétences plus pointues ou des compétences dont on n'avait pas besoin avant. Et puis deux, eh ben, il y a un peu une compétition sur ces freelances et on aimerait bien construire une communauté ou un écosystème dans lequel ces freelances se reconnaissent et sont plus proches de nous que de nos concurrents. Donc ça, c'est un quatrième pilier de l'offre Talao qui était présent, vous voyez cité dans le white paper et dans le modèle économique. Mais ce que je peux vous dire, parce que là, on va avoir quelques annonces qui vont sortir, c'est que ça devient majeur. C'est que c'est vraiment une demande forte. Et c'est important parce que ces marketplaces privés utilisent le token aussi. Hein. Ça va être mon slide d'après, mais l'ensemble de la boutique de notre stratégie, elle est faite pour développer l'utilisation du token. Et vous allez voir que ces marketplaces sont un bon moyen pour toucher peut-être une population d'entreprises qu'on aurait peut-être eu du mal à toucher uniquement avec des communautés privées. Slide numéro 6. Vous avez peut-être déjà des questions déjà, ou je ne sais pas, avant qu'on attaque la partie plus token et ICO. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez voir aborder sur ce qu'on vient de se dire? Je veux bien, ça risque de rallonger un peu, mais c'est comme vous voulez, moi je ne regardais pas le foot. Hein. Je ne sais pas, qui modère? Non, bah écoute, si tu as des questions, pas de souci. Ou autrement, on peut poser les questions après le. Je voudrais juste revenir sur la cible parce que ouais. je n'ai pas une connaissance internationale du marché, mais je me pose des questions sur, effectivement, ça représente une masse. Moi, j'ai compris qu'il y avait deux types de freelance. Il y avait le freelance subi et le freelance choisi. Oui, j'ai l'impression que le freelance subi, c'est quand même une très grosse masse de gens qui le font parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix et que, bon, ces gens-là font ce qu'ils peuvent pour trouver du boulot et donc pourquoi pas… Ouais. Alors écoute, je me permets de te et les freelances qui sont hautement qualifiés, eux, n'ont pas trop besoin de trouver du travail parce qu'ils sont hautement spécialisés, quoi. Ouais, c'est pas la vérité. Alors, parce que je connais pas les chiffres par cœur et je veux pas te raconter de bêtises. Par contre, tu l'as dans le white paper. Dans le white paper, on définit les 5 segments de ce qu'est le freelancing aujourd'hui. Tu as alors, ce que tu décris est tout à fait exact. Hein. Tu as vraiment le freelancing subi. Freelancing subi qui est alors en fait de deux ordres, soit dans les pays développés avec des gens qui se sont fait virer ou qui sont dans des zones géographiques dans lesquelles il est difficile de trouver du boulot. Hein, ça t'as ça. Mais tu as aussi un freelancing subi dans les pays qui sont pas structurés du tout
ou qui sont dans des situations politiques ou des situations économiques ou dans des situations de démographie. Un exemple évident, c'est l'Inde. Tu peux considérer qu'un freelance indien, c'est un peu du freelancing subi. Parce qu'il n'a pas autour de lui, finalement, il y a beaucoup de boulot, en particulier dans l'IT et dans la stratégie, mais globalement, il fait ça parce que ça lui rapporte plus d'argent que s'il bossait dans la boîte du coin. Si tu discutes avec un Indien, il n'aura pas tout à fait la même vision, hein. Il te dira, moi j'ai ma liberté, je bosse pour des boîtes américaines qui me payent mieux, etc. Mais globalement, moi il y a un truc qui m'a marqué, donc je suis de cette industrie depuis un bon moment. Tu vas sur Upwork, donc qui est un des leaders, et dans le moteur de recherche, tu peux savoir à peu près ce qu'un freelance a fait comme chiffre d'affaires. Tu vois qu'un freelance indien sur Upwork, au mieux, ça fait entre 20 000 et 30 000 dollars par an. Alors, c'est pas mal pour l'Inde, hein, quand même. Ça commence à faire pas mal d'argent. Mais enfin, par rapport à la même compétence sur un marché qui serait moins biaisé, il se ferait plus de chiffre d'affaires. Donc, tu as raison sur cette répartition-là. Je ne veux pas te donner le pourcentage. Je pense non, je comprends bien. Mais tu l'as dans le white paper. Tu as vraiment le pourcentage. Je regarderai. Voilà. Tu pousses l'argument de ma deuxième question et puis je vais arrêter là. C'est qu'en fait, la réputation des plateformes, c'est de mettre en concurrence des gens pour faire baisser les prix. C'est du reste de bottom, absolument. Alors ça, c'est pas la réputation, c'est la réalité. Aujourd'hui, si vous l'avez jamais fait, vous y allez, vous tapez, je sais pas, cyber security ou blockchain, tiens, voilà, vous tapez Solidity et vous allez trouver 400 profils sur Upwork et ça va de 12 dollars à 120 dollars de l'heure. Ça peut paraître beaucoup comme ça, mais pour ces compétences-là, c'est pas cher du tout. Oui, parce qu'ils ont un affichage au prix. Donc ta question derrière, c'est, je suppose, comment on fait pour gérer ça et pour éviter cette situation-là. C'est ça? Bah, oui, évidemment. Ben voilà, on a une conviction très forte, c'est que c'est pas en affichant des prix que tu vas y arriver. Donc si tu vas sur la plateforme telle qu'elle existe aujourd'hui, hein, puisqu'on a la chance, on est un des rares projets avec une plateforme historique qui tourne et qu'on blockchainise progressivement, tu verras qu'il n'y a aucun prix. Pourquoi? Parce qu'on s'appuie, nous, on a une vision de ce marché-là où on se dit, ce qui compte, c'est la compétence et la compétence reconnue. Même si je vais reprendre mon exemple de l'Indien qui fait une bannière en Photoshop. Ça peut être important pour toi, une bannière en Photoshop. Ce n'est pas le prix qui compte. Il y a aussi la qualité, est-ce que ça va bosser vite, etc. Et d'ailleurs, si tu es rassuré sur le fait que ça va bien se passer, que tu n'auras pas besoin d'expliquer 15 fois ce dont tu as besoin et qu'à la première ou à la deuxième livraison, ta bannière, elle sera bien, bah, tu es peut-être prêt à payer un peu plus. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que notre moteur de recherche, il est tourné sur la compétence. C'est tu me dis, voilà, moi je veux faire une bannière, a priori il faut maîtriser Photoshop, et puis je suis français ou je suis japonais, je parle pas très bien anglais, donc je voudrais quelqu'un qui parle pas trop mal français ou pas trop mal japonais, tu appuies sur le bouton et on te propose une sélection. Donc en fait, tu ne verras pas de prix. Après, tu rentres dans un mécanisme où soit tu poses des questions au freelance, tu dis voilà le problème que j'ai à gérer, est-ce que tu peux me donner une idée de la façon dont tu le résoudrais, ce qui va toi te rassurer sur sa qualité, soit tu rentres directement en relation avec eux et puis tu leur dis voilà ce dont j'ai besoin, faites-moi une proposition chiffrée. Mais les propositions chiffrées, elles vont arriver à toi. Il n'y a pas la mise en concurrence avec l'affichage du prix pour tout le monde. Donc cette course à l'échalote vers le bas, qu'on connaît bien, hein. Aller sur Upwork, c'est vraiment une grande leçon, hein. Tu vois la photo, 3-4 compétences techniques et puis après tu vois un prix, hein. Et tout le monde est à 5 étoiles, c'est comme à l'école des femmes. Donc ça, on pense que ça, c'est même pas bien pour le client, parce que le client lui-même, c'est difficile pour lui de choisir. Donc nous, on s'appuie sur de la recherche par de la compétence, de la mise en relation. Il n'y a qu'un bug dans ce que je viens de te dire, c'est que toute cette mécanique de moteur de recherche et de classification finalement des gens en fonction de leurs compétences, aujourd'hui, elle est off-chain. C'est-à-dire que je ne sais pas. Alors, mon modèle est open source. Ça veut dire que si vraiment tu vas regarder le code source, tu verras comment c'est ranké. Mais je ne sais pas te garantir à toi, freelance aujourd'hui, comme je sais le garantir sur tes certificats, que par la mécanique blockchain, que tu sais comment le ranking est fait. Et ça, c'est important parce que si tu arrives dans les 5 premiers, tu as quand même plus de chances de contractualiser avec le client que si tu arrives dans les 10 premiers. Enfin, dans les 5 à 10 prochains. Donc, une des choses qu'on a, alors c'est marqué dans la roadmap et dans le white paper, mais ce n'est pas très lisible parce qu'on ne l'a pas expliqué comme ça, parce qu'on ne veut pas non plus trop expliquer aux concurrents comment ça va se passer. Mais une de nos priorités, c'est de mettre notre algorithme, on le met déjà en open source, mais notre priorité, dès que la techno le permet, et pour l'instant elle est loin de le permettre, c'est de mettre ce moteur de recherche et cet algorithme de recherche
blockchainisé de façon à ce que, si tu veux, il n'y ait pas de discussion sur la façon dont ça se passe. Aujourd'hui, la techno ne le permet pas du tout. Hein. Je sais qu'il y a plein d'ICO avec de l'intelligence artificielle distribuée, machin, etc. Nous, la vision, c'est que technologiquement, on est quand même assez loin d'y arriver. Mais pour répondre à ta question, nous, on est vraiment, on met pas le prix en avant, on met la compétence, et puis on essaiera de pousser un tout petit peu plus loin en étant complètement transparent sur la façon dont on liste les freelances par rapport à leurs compétences. Ça répond à ta question? Oui, oui, merci. Vous avez d'autres questions ou on attaque sur le token, l'utilité du token et ensuite la SEO? Pas de questions? Bon, slide numéro 6. Donc le token, il y a une seule fonction que vous ne pouvez pas réaliser avec un autre token que le Talao token. D'abord, c'est une question que vous aurez probablement après, donc je préfère l'anticiper. Et puis, elle est importante pour bien comprendre Talao. Donc, c'est la fonction que vous avez en haut à gauche du slide 6. On code dans le smart contract du token alors, la création, c'est pas tout à fait vrai, mais la création et l'ouverture d'un coffre-fort de la réputation. C'est quoi? C'est dans la blockchain, vous avez un coffre-fort que vous, freelance, vous pouvez ouvrir. Vous mettez dedans vos certificats, les missions que vous avez réalisées à travers la plateforme Talao, éventuellement des certificats de missions que vous avez réalisées sur des plateformes concurrentes, parce qu'il n'est pas impossible que ça arrive. Vous pouvez éventuellement y mettre vos diplômes. Alors, s'ils sont blockchainisés, ils auront plus de valeur que s'ils ne le sont pas. Si vous avez, alors je ne sais pas si vous êtes de culture informatique, mais il y a des réputations sociales dans le monde de l'informatique qui marchent bien. Si vous êtes un contributeur open source, par exemple, et que vous avez 1500 stars sur GitHub, bah ça a une valeur. Vous pouvez mettre tout ça dans votre coffre-fort. Vous fermez votre coffre-fort, pardon, et ce coffre-fort, il a deux caractéristiques. La première, il vous appartient. Il est directement lié au token. Talao ne peut pas décider que ce coffre-fort d'un coup lui appartient et que tout ce qu'il y a dedans lui appartient parce que c'est codé dans le token. Deuxième chose, vous décidez qui l'ouvre. C'est-à-dire que vous pouvez dire mon coffre-fort, en fait, tout le monde peut y avoir accès avec une clé, ou j'en définis, c'est-à-dire, et ça arrive dans certaines industries, en particulier, bon, je cite la cybersécurité que je connais un peu, vous avez des tas de consultants qui en ont marre de se faire harceler par des gens qui leur proposent des missions sans avoir forcément les budgets pour le faire. Donc vous pouvez très bien décider que ce coffre-fort, il faut payer pour l'ouvrir et que vous payez, je ne sais pas, 10, 15, 50 $ pour que le client accède à vos certificats et valide bien que vous êtes celui que vous prétendez être. Alors, vu du marché français, ça paraît hyper bizarre. Ça, c'est quelque chose qui se pratique très très peu sur le marché français. Par contre, si vous connaissez un peu les marchés anglo-saxons, vous avez même des boîtes qui sont spécialisées là-dedans. Il y a une boîte qui est assez connue dans le monde de l'Internet qui s'appelle Checker et qui pour 250 $ vous certifie que telle personne a bien bossé chez Google, chez Facebook, etc. etc. Ça, donc cette fonction du coffre-fort du Reputation Vault, il est directement lié au token et vous pouvez le faire avec aucune autre crypto. Après, les trois autres fonctions, la réalité, c'est que vous pourriez le faire avec une autre crypto, mais on a décidé de façon absolument arbitraire que ça se ferait avec le Talao token, soit pour en augmenter l'attractivité auprès des clients, soit pour en augmenter l'attractivité auprès des talents. Première chose, et ça fait partie du modèle économique, si vous êtes client et que vous avez une offre et que vous voulez faire passer cette offre en top of list, un peu comme sur LinkedIn ou sur Le Bon Coin, hein, c'est un peu le même fonctionnement, ces deux-là, même si ce n'est pas le même marché. Si vous voulez placer votre offre vraiment parce que vous êtes très pressé et la mettre au-dessus, vous payez un service accéléré et vous le payez avec le token Talao. Donc ça, c'est un choix arbitraire, hein, parce qu'on pourrait très bien le faire avec de l'Ethereum, du Bitcoin ou d'autres crypto. Mais c'est aussi une façon pour nous d'amener le client à utiliser le token et à rentrer dans ce monde-là. Et ensuite, on a... donc ça, c'est des fonctions plus qui sont liées à la vélocité. Alors, je ne sais pas à quel point vous êtes maître dans l'art de la valorisation d'un token, mais une des dimensions qui est importante, c'est est-ce qu'il est stocké? C'est-à-dire que est-ce que les gens qui l'acquièrent vont le garder parce qu'il a un usage ou parce qu'ils anticipent une plus-value? Et est-ce qu'il va tourner, ce qu'on appelle la vélocité? Donc, la fonction type marketplace, c'est une fonction de vélocité, c'est quelque chose qui est fait pour que le token tourne. Donc, troisième fonction du token, donc en bas à gauche, c'est un dépôt pour participer à cette fameuse DAO. Attention, c'est pas plus vous avez de tokens,
plus vous avez d'importance dans la gouvernance et plus vous pouvez voter, hein. On a eu une discussion d'ailleurs assez pointue avec l'AMF sur le sujet. Clairement, le token, il est là quand il est déposé pour la gouvernance, d'ailleurs un peu comme le Vault, parce qu'il y a aussi une fonction de dépôt sur le Vault, c'est pour éviter les mauvais comportements. Si tu triches, si tu cherches à biaiser le Vault ou si tu proposes 10 fois par jour des évolutions de la gouvernance qui fatiguent toute la communauté, tu perds ton déposit. Alors, il y a un mécanisme d'arbitrage, un tribunal pour le juger. Le tribunal est issu lui-même de la communauté des freelances et pas de nous. Enfin, là, je vous engage à regarder le white paper, parce que sinon, on va vraiment y passer du temps. Mais l'idée, c'est de dire, tu veux participer à la gouvernance, ok, mais il faut que tu mettes de côté des tokens, parce que il faut, le principe qu'on connaît bien dans les mécanismes de consensus blockchain, il faut que tu aies plus à perdre qu'à gagner. Et si tu as plus à perdre qu'à gagner, bah, tu ne vas pas tricher et tu vas contribuer normalement. Il faut savoir que ce sujet de la DAO, c'est quand même un des sujets les plus compliqués qu'on a adressés, même globalement, hein, pas que Talao. Construire une DAO, c'est très ambitieux. Donc, je pense qu'on va aussi avancer en marchant et au fur et à mesure des années, on va arriver à avoir un mode de fonctionnement correct. Mais cette fonction de dépôt, vous pouvez prendre tous les projets de DAO qui fonctionnent. Alors, il y a peut-être Dash qui est un peu différent, mais ils ont besoin d'avoir une fonction déposit pour pas qu'il y ait de mauvais comportements. Et puis, dernier point, alors que vous allez comprendre au bout de 3 secondes et demie, mais on voit beaucoup de fonds tradis, parce que on vient de là aussi, hein, donc on a un bon réseau, donc on en profite. Et ça, c'est un truc que les investisseurs traditionnels n'ont toujours pas compris, et c'est pas vraiment dans le marché, comme on dit. C'est que, quatrième point, donc vous avez en bas à droite, c'est que le token, c'est un formidable moyen de construire une communauté, et de faire que cette communauté vous permet de démarrer. Le problème d'une marketplace, tout ce que je vous explique là, c'est pas très compliqué, tout le monde peut le faire. Il y a juste 2 problèmes. C'est l'œuf et la poule. C'est pour qu'une marketplace démarre, il faut avoir des bons freelances et il faut avoir des bons clients. Parce que si vous n'avez pas des bons clients, vous n'avez pas des bons freelances, et si vous n'avez pas des bons freelances, vous n'avez pas des bons clients. Donc, il faut démarrer. Et quand vous avez un token, quand vous avez quelque chose qui est un alignement complet d'intérêts, nous, l'équipe dirigeante, on a 8% de tokens, c'est la seule façon qu'on a de s'enrichir. Vous avez une communauté de freelance qui vont être utilisateurs du token, on a modifié nos statuts pour ne pas se verser de dividendes, on a un alignement complet d'intérêts, et quand je dis on, c'est l'ensemble de l'écosystème, c'est peut-être un peu moins vrai pour les clients, ont peut-être un peu moins intérêt que les freelances et nous, mais on est complètement aligné en termes d'intérêt avec les freelances. Et donc, moi, j'ai un moyen extraordinaire pour aller chercher les meilleurs freelances. Je leur dis, écoute, aujourd'hui, tu n'es pas sur une plateforme. Je reprends ta question de tout à l'heure. Tu fais partie de ceux qui trouvent leur business sans avoir besoin, sans le subir. Si aujourd'hui tu fais 100 kilos de chiffre d'affaires, quand tu viens sur ma plateforme, tu veux toujours faire 100 kilos. Voilà. Tu seras content parce que tes compétences seront certifiées. Donc, si elles sont certifiées, c'est-à-dire que même si tu es connu, même si tu es très bon, au moins le monde le saura, puis peut-être ça t'ouvrira d'autres clients. Donc, c'est une raison pour venir. Et on a tous les jours des discussions ou des contacts avec des freelances qui disent super, vous avez résolu le problème. Jusqu'à maintenant, je ne passais pas par Upwork ou par machin, je viens chez vous. Donc, on a déjà résolu une partie du problème. Et quand on leur dit, écoute, si les 100 kilos de chiffre d'affaires que tu as amené, la première année, tu l'amènes sur Talao, non seulement tu vas garder les 100 kilos euros, mais en plus, on va te donner des tokens. Si vous regardez le white paper, on a 15 millions de tokens qui sont réservés à ce qu'on appelle l'ambassadeur programme. Alors, ce n'est pas toujours très positif ce que je veux dire, mais l'ambassadeur programme, c'est presque un bounty à l'envers. C'est-à-dire que dans le monde des cryptos, on a l'habitude d'avoir un bounty avant l'ICO pour qu'il y ait des tas de gens qui viennent. Nous, c'est le contraire. C'est une fois que l'ICO est passé, on a 15 millions de tokens pour dire aux meilleurs freelances dans le monde sur les communautés qu'on a choisies, hein, parce qu'on n'attaque pas toutes les communautés, et de dire à ces gens-là, écoute, si tu amènes tes 100 kilos de chiffre d'affaires, tu vas avoir 10, 20, 30, 50 tokens de plus qui vont donc te rajouter de la valeur. Donc, ce token, il a cette fonction-là. C'est évident quand tu es du monde de la crypto et que tu as vu comment se sont passés des tas de trucs. Je pense à Steemit, par exemple, qui est assez connu dans le monde du publishing et qui a un peu ça, ou Refined, qui est moins connu parce qu'ils n'ont pas fait d'ICO, mais ils ont quand même un token. Refined, c'est constitué une communauté, je crois, de 2 millions de users, juste parce qu'il a distribué intelligemment ces tokens. Donc, nous, ce token, il nous sert aussi à ça, c'est à amorcer la pompe de la marketplace. Donc voilà les quatre fonctions clés. J'insiste, vous n'avez que celle en haut à gauche, le Reputation Vault qui est 100% dépendant du Talao token. Les 3 autres sont des
des choix arbitraires de l'équipe Talao pour que tout ça soit cohérent et qu'il y ait une utilisation massive du token, puisque notre intérêt à tous, quand même, c'est que le token soit stocké et utilisé. Hein, c'est les deux façons de créer de la valeur sur un token. Sur cette population de 100 millions de freelances. On pense qu'avec ces 4 fonctions-là, on est bien. Vous remarquerez, parce que ça c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, on s'est un petit peu trompé dans la com au départ, c'est qu'on n'oblige pas les clients à payer avec le token. Hein. Si vous faites 100 kilos de chiffre d'affaires en dollars, 100 000 dollars de chiffre d'affaires et que vous passez sur Talao, vous continuerez, si vous le décidez et si votre client décide, de faire 100 000 dollars de chiffre d'affaires. Il n'y a absolument aucune obligation d'utiliser notre token ou une autre crypto pour payer. Quand vous regardez nos plans, on a prévu que dans la plateforme, il y aurait 25% du volume global qui passe par la plateforme qui soit de la crypto dans 5 ans. Après, certains nous disent qu'on est très agressif, d'autres qu'on est très défensif, mais tout ça pour dire qu'à court terme, il n'y a pas une obligation pour le client d'utiliser la crypto parce qu'on pense que ça serait juste contre-productif et que ça serait le meilleur moyen de ne pas avoir de clients et pas de mission. Slide numéro 7, bon, là vous avez une synthèse, je pense qu'on ne va pas y passer du temps, ça résume ce que je vous ai dit. Juste les ordres de grandeur quand même, si on arrive à faire basculer les 20 millions de freelances qui travaillent aujourd'hui sur les principales plateformes, c'est quand même un demi-milliard de dollars qu'on va rendre à l'industrie. Parce que c'est 10 à 20% de commissions qu'on ne prend pas, bah, ça ira soit dans la poche du freelance, soit en partie dans la poche du client. Mais en tout cas, ça ira plus dans la poche d'un intermédiaire qui, objectivement, ne sert pas à grand-chose. Si ce n'est mettre en relation. Slide numéro 8, donc comme je vous l'ai dit, une petite faute en haut, c'est pas bien. On a donc une plateforme qui existe. En fait, vous avez compris qu'on a 3 choses. On a une marketplace, on a un coffre-fort de réputation et une DAO. Donc si on rentre dans ce qu'on a aujourd'hui comme type de produit, la marketplace, elle tourne en centralisé, mais dès le premier jour, et même maintenant, si vous allez sur la plateforme, vous verrez qu'il y a marqué crédit. Vous pouvez acheter des crédits sur la plateforme. Le premier jour on issue les tokens, ça bascule et ce sont les tokens Talao qui pourront être directement utilisés sur la marketplace. Donc sur la marketplace, on peut considérer qu'on est même un peu au-delà du MVP, enfin du produit minimum. On a un truc qui tourne, on a déjà des clients, enfin je pense que vous avez lu la presse, vous les avez ici, dans ceux qui sont déjà publics, Airbus, Areva, Système. Et puis là, ce n'est pas de la théorie, hein. Vous allez sur la plateforme, vous vous connectez, il y a un petit formulaire pour dire qui vous êtes. Après, vous êtes donc positionné comme expert et ensuite, vous avez accès à la liste des missions. Hein. Donc, vous pouvez le constater. Alors, il n'y a pas toujours le nom des clients, parce qu'il y a des clients qui souhaitent rester anonymes. Enfin, quand vous voyez la nature des questions, en général, vous avez quand même une grande idée du type de client, parce que vous allez voir, les questions sont quand même très, très pointues. Et on a, vous verrez, Hyperloop, que vous connaissez peut-être, qui a été poussé par Elon Musk, qui est le fameux TGV là, du futur, comme on l'appelle en France. Hyperloop vient de poser sa première mission sur Talao. Donc, on a déjà une bonne base de clients, et cette base de clients, 1000 experts, ça va nous permettre déjà de faire tourner le token de façon correcte. Sur le deuxième partie, qui est la partie du coffre-fort, là, on est en plein développement. On n'est même pas en alpha release. On aura une version alpha à peu près propre, mi-mai, qui permettra de voir toute la cinématique. C'est-à-dire ce que je vous ai expliqué, création d'un vault, dedans vous mettez vos certificats. Alors sur les certificats, on s'appuie sur 2 technologies. Une technologie qui vient du MIT qui s'appelle BlockCert et qui est pas mal adaptée pour certifier les missions et qui commence à être très déployée dans les universités anglo-saxonnes. Et on va aussi intégrer, alors là, pas dans le proto, enfin dans l'alpha qu'on va sortir mi-mai, on va intégrer une technologie française qui s'appelle BC Diploma. Je ne sais pas si vous la connaissez, ils ont fait une ICO en novembre ou en décembre. Et eux, ils se déploient pas mal sur les universités françaises. Donc, enfin, en tout cas francophones. Donc ça nous permettra assez rapidement de couvrir au moins le monde anglophone et le monde francophone. Après, tout ce qui est Chine, qui est un gros marché hein, sur la certif, là pour l'instant, on n'a pas encore de partenariat bien marqué. Donc voilà, une plateforme. Donc ça, c'est la deuxième partie sur le coffre-fort. Et troisième partie sur la DAO. Si vous regardez aujourd'hui le prototype sur lequel, qui est accessible depuis notre site, c'est du code qu'on a développé nous. On continue à partir sur la DAO sur du code à nous. Maintenant, on l'a dit, on l'a écrit dans le white paper et on l'a dit un petit peu dans quelques interviews. On se rapproche. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le monde de la DAO. Il y a plusieurs technos. Aragon historiquement, Colony, projet anglais qui devait faire une des plus belles ICO en septembre-octobre, qui
qui a eu des petits soucis d'exécution, et DAO Stack, qui est en train de faire son ICO d'ailleurs en ce moment, c'est une boîte israélienne, avec un framework qui nous plaît bien. Donc, il n'est pas impossible que dans les semaines ou mois qui viennent, on se rapproche d'un de ces acteurs-là. Pour l'instant, on a de bonnes discussions avec DAO Stack. L'idée serait d'utiliser, pour aller plus vite, ce qu'ils ont déjà construit. Maintenant, il faut l'utiliser sans que ça perturbe notre token economics, donc ça fait partie des discussions qu'on a. Mais moi, j'ai bon espoir sur le fait qu'on arrive à les utiliser. Donc voilà un peu où on en est sur la partie technique. Je crois que c'est important aussi dans ce monde des ICO dans lequel il est toujours un peu difficile de savoir qui fait quoi et qui fait quoi vraiment. Voilà, vous savez ce qu'on fait. Sur la partie marketplace, au premier jour, ça sera opérationnel. Vous pouvez déjà y aller. Sur le Vault, surveillez notre GitHub. À partir de mi-mai, ça commence à ressembler à du vrai code et ça sera passable en production, même si on ne sera probablement pas à une MVP. Il y aura encore un peu de boulot quand même. Et puis sur la partie DAO, il y a déjà des choses, mais on finira avec un framework de type DAO Stack ou Colony. Des questions sur la boîte là, pendant qu'on y est, sur les clients, le type de prestation, je ne sais pas si vous avez des points. Non? Vous êtes tous devant le match? Moi, j'ai une question sur le business model. Ouais. En gros, si j'ai compris, donc vous êtes à 0% de commission, vous avez un système premium, un pourcentage de commission. Vous allez proposer des options en plus, d'accord? Ouais, c'est ça, ouais. Les entreprises vont utiliser le token pour accéder à la version premium? Comment ça va se passer? Ouais, en fait, ils vont utiliser le token pour payer features par features. C'est-à-dire que si l'entreprise veut, par exemple, utiliser un peu simple, de fast matching, c'est-à-dire tu as un besoin hyper urgent, je veux trouver un expert de la cybersécurité qui connaît le ransomware sur un parc informatique Windows de plus de 20 000 personnes, situation qui arrive malheureusement de plus en plus souvent. En fait, on va avoir un algorithme, alors je dis l'intelligence artificielle, mais enfin pour ceux qui sont de l'informatique, maintenant ça commence à devenir standard, qui va faire le matching et qui très rapidement va lui dire, écoute, voilà les 3 experts, on pense que c'est les bons parce qu'on a regardé l'émission qu'ils ont fait, on a analysé, etc., etc. Donc ça, pour accéder à ce service-là, il va payer. Par contre, il ne paye pas pour accéder à toutes les fonctions premium, il paye fonction par fonction et appel par appel. C'est ce que veulent les boîtes en fait. On a des boîtes qui nous disent, vous savez, dans 99% des cas, il n'y a pas d'urgence sur ma mission. Par contre, peut-être que j'ai un chef de projet quelque part en Asie. Lui, il va vraiment avoir besoin de trouver la bonne compétence. Donc, je ne veux pas prendre une offre premium globale pour toute la boîte. Par contre, je veux que ce chef de projet, il ait la capacité très rapidement à passer la demande en top of list ou faire du fast matching, etc. Donc, pas un paiement pour tout, un paiement en gros à l'acte. Donc, ça, c'est le premier pilier. Et tu as une deuxième partie dans le business model. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur les marketplaces privés de freelance. Là, c'est un abonnement de l'entreprise. L'entreprise paye un abonnement tous les mois pour avoir sa propre marketplace avec son pool de freelance, avec sa propre stratégie de fidélisation, éventuellement avec sa propre mécanique de contractualisation. C'est ce que je disais en intro, cette partie-là, on pensait que ça représenterait 20-30% du chiffre d'affaires. Je ne sais pas encore vraiment m'engager sur ce chiffre et le reste de l'équipe ne le ferait pas non plus, mais on sent que ça va tourner vers un bon 50-50, voire même cette partie marketplace, elle risque, dans le modèle économique, d'être assez prégnante parce qu'il y a une grosse demande. Donc voilà, ça c'est les 2 pieds du business model et on restera à 0%. La seule chose qui peut se passer sur la commission, c'est que la DAO, peut-être que dans 5 ans, la DAO peut décider que, parce que le volume est là, parce que je ne sais pas quoi, de décider que la commission peut passer à 0,1%, à 1%, à 2%. Mais là, ce n'est pas nous qui le décidons, c'est la communauté des freelances. Donc nous, en tant que manager, tant qu'on est encore là, ça sera 0% de commission. Sauf s'il y a des cas particuliers avec une communauté de freelance qui dit à nous, on veut vraiment. Par exemple, dans le monde du consulting, c'est des gens qui peuvent éventuellement accepter de prendre de la commission parce que si cette commission est réutilisée pour faire la promotion de la communauté, de leur trouver d'autres missions. Il y a des communautés comme ça de freelance qui ont des modes de fonctionnement qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les autres. Est-ce que ça répond à la question du business model? Oui, totalement, merci. Ok, top. Slide numéro 9, donc l'équipe. C'est l'équipe. Donc on est 6 cofondateurs, là vous en avez... Ça fait arbre de Noël. Il faut comprendre que chez Talao, en fait, on est 6 et
on a c'est 3 fois 2, c'est-à-dire vous avez la moitié de l'équipe qui vient plutôt de l'industrie informatique et de ce qu'on appelle en France le SS2I. C'est une grande partie de notre passé. Donc là, essentiellement Thierry et moi, et puis Bertrand Frey qui s'occupe du marketing, qui lui a monté plutôt des agences digitales, mais on est dans le monde de la prestation de services plutôt technologique et digital. Et puis l'autre partie de l'équipe, représentée brillamment par Nicolas, qui est notre CEO, mais aussi par Jean-Charles, sont des gens qui viennent plutôt de l'ingénierie et de la prestation de services dans l'ingénierie. Donc vous devez connaître des boîtes comme Altran, comme Alten, comme Aka. Ils viennent de ce monde-là. Bon, Nicolas vient d'une boîte qui s'appelle Aéroconseil, mais qui était dans le secteur de l'aéronautique. Mais c'est le même type de fonctionnement. Donc on a, en termes on va dire de corpus de compétences, on vient du monde de la prestation de services et du logiciel, et on fait ça depuis 20 ans. Parce que vous avez dû remarquer qu'on ne vient pas juste de sortir de l'école, malheureusement. En termes d'exécution, il y a 2 choses à retenir qui sont importantes. Alors que j'en ai pas mal parlé avec Ilias au moment de la bulle crypto, et puis il y a eu d'autres interviews où c'est sorti. On a effectivement une expérience de la création de boîtes et de leaders européens. Une des boîtes qu'on a créées avec Thierry, c'est une boîte qui s'appelait Fisystem, dont on a fait la cotation en bourse en 98. On a vécu plein de choses parce que on a vécu l'avant-Internet, le pendant-Internet et l'après-Internet. Ça nous a permis de construire un réseau et une expérience. Donc on les a cotés, on a coté une autre petite société de capital risque. Donc on sait ce que c'est que à la fois de construire une boîte, et ce que je dis veut dire aussi qu'on en connaît les difficultés, hein, parce que souvent on se focalise sur l'économie du token, sur est-ce que le projet il est bien, il n'est pas bien, etc. Mais je peux vous dire que le vrai sujet, c'est qu'il faut sélectionner les équipes que vous avez en face de vous, parce que c'est elles qui vont déterminer si à la fin ça marche ou pas. Mais bon, ça c'est une conviction personnelle, on pourra en discuter. Donc première chose à retenir, on a cette expérience de la création d'entreprise, et dans des mondes plutôt régulés, et quand on discute avec l'AMF, on est plutôt à l'aise. La deuxième chose qui est un petit peu plus importante dans nos motivations, même, puisque vous vous doutez bien que si on a fait quelques boîtes et quelques IPO, économiquement, on a déjà fait des sorties, donc vous allez probablement vous dire, mais pourquoi il recrée une boîte comme ça? Il faut comprendre que les 6, on a la même motivation, on retrouve exactement les raisons qui nous ont motivés à lancer des boîtes dans l'Internet en 1995. Quand on a découvert l'Internet, alors on a tous des histoires différentes avec l'Internet dans l'équipe, mais la première boîte qu'on a créée dans l'Internet, c'était en 95. Et pourquoi on l'a créée? Parce qu'on s'est dit, ce truc-là, c'est huge. Ça vous permet de transférer de l'information sans contrôle à peu près, d'un point A à un point B, de façon forfaitaire. Alors ça vous semble peut-être évident, je ne sais pas quel âge vous avez, mais il faut. Moi, j'ai commencé à faire de l'Internet version française, hein, pas Minitel, hein, mais Internet version française, avant que une société comme Olean s'en empare. C'était 150 € le mégaoctet d'informations qui transitaient par mail hors de France. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait quand même. Donc, quand on a découvert l'Internet, qu'on a vu cette vision forfaitaire et une qualité de service qui finalement n'était pas mauvaise, malgré ce côté forfaitaire, on s'est dit, mais ce truc-là va bouleverser l'économie, on achètera le foie gras à distance, etc. C'est 95, pour le rappel, hein, c'est le premier browser qui est devenu vraiment très grand public, un browser qui s'appelait Netscape. Donc, on a vu l'Internet comme une rupture, et ça nous a vraiment motivé à relancer une boîte. Ça, c'était en 95. On a tous eu des vies différentes depuis. Hein. Enfin, je vous ai expliqué ma vie, mais il y en a eu d'autres avant. On a gardé contact, on a même des fois créé des boîtes à côté, mais on n'a jamais retrouvé ce sujet où vous prenez un thème et vous vous dites, je ne le comprends pas, il casse mes modèles économiques, il casse mes modèles de gouvernance. Il y a des nouveaux acteurs, les anciens acteurs, ils ne peuvent pas switcher. Les nouveaux, ils peuvent arriver et vous dites, c'est une vague, mais c'est colossal. Et c'est exactement ce qui nous est arrivé avec la blockchain. Quand on avait acheté du Bitcoin, comme plein de gens de la mouvance techno, sans vraiment comprendre ce qu'il y avait en dessous. Il y a 3-4 ans, vous preniez du Bitcoin, enfin en tout cas, nous, on a pris du Bitcoin, on n'a clairement pas compris en dessous la blockchain, on avait bien compris qu'il y avait une espèce de base de données distribuée avec un mécanisme de consensus plutôt malin, mais pas Ethereum, dès qu'on l'a vu arriver, là on change de dimension, c'est plus la même histoire, c'est plus la transaction monétaire, c'est l'ordinateur mondial, c'est les frontières des États dont on va pouvoir discuter, c'est la frontière des boîtes, etc. Donc la deuxième motivation derrière la création de Talao, c'est on l'a déjà fait, on sait que ce marché-là, on peut le prendre et qu'on peut construire un leader mondial.
Et ça, c'est une motivation. On est français, vous avez remarqué qu'on est une ICO française, on est en droit français, on paiera nos impôts en France, on paiera même la TVA si Bercy décide qu'on paye de la TVA. On ne va pas au Caïman, on ne va pas au Luxembourg, on ne va pas en Suisse. Bien, pas bien, je ne sais pas, mais en tout cas chez nous, c'est assumé. On fera un leader mondial partant de France sur cette base-là, et on en a déjà fait. Peut-être pas des leaders mondiaux, mais au moins des leaders européens. Mais la deuxième motivation, c'est qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui être entrepreneur dans autre chose que la blockchain. Ce truc est huge, on en est juste au départ, il y a plein de sujets, c'est toujours pas performant, c'est toujours compliqué, la gouvernance des projets, enfin, il y a plein de choses, vous êtes sûrement plus calé que moi pour le savoir, mais on est au début de quelque chose qui est extrêmement fort, et nous, en tant qu'entrepreneurs, on n'imagine pas faire autre chose, même s'il y a plein d'autres choses fascinantes à faire. Les advisors, un autre exemple peut-être qui nous différencie, on n'a pas été collectionner un nombre d'advisors en leur donnant des tokens et pour les mettre sur la photo. Un sport bien connu dans cette industrie. On a choisi 3 advisors. Vous en avez 3 nouveaux qui vont arriver dans pas très longtemps. Ça sera annoncé, j'espère, fin de semaine prochaine. Donc, on est vendredi demain. Donc, ouais, effectivement, vendredi, pas ce vendredi-là, mais l'autre. Donc, pour l'instant, les 3 advisors, donc Stéphane Fuchs de l'agence Havas, qui fait un peu la une des médias en ce moment d'ailleurs. Stéphane, il nous aide à faire une chose, c'est établir Talao comme une marque mondiale. Il faut comprendre que sur ce marché-là, si vous voulez parler à General, si vous voulez parler à Morgan Stanley, si vous voulez parler à Boeing, il faut que votre marque, elle soit connue. Donc Stéphane, il nous aide à ce que la marque Talao soit connue mondialement avant, ça c'est pour faciliter l'ICO, mais il nous aide aussi, et on a un contrat avec lui pour qu'il nous accompagne et que Havas nous accompagne une fois que l'ICO est fini pour s'assurer que Talao est bien en visibilité de tous les décideurs chez nos clients. Donc Stéphane Fuchs, je vous laisserai faire les recherches, mais bon, c'est un des fondateurs d'Havas et c'est quelqu'un qui a contribué à l'émergence du leadership dans le monde de la communication des agences françaises, puisque en France, on a Havas et Publicis qui font partie du top 6 mondial, et il en fait partie. Deuxième advisor, c'est Franck, qui lui est un ancien de chez Adecco. Donc lui, il nous apporte c'est plutôt un apport sur la stratégie et sur l'évolution du monde du travail, puisqu'il connaît bien ce marché de l'intérim, qui n'est pas exactement le même que le nôtre, hein, mais on sent bien qu'on pourrait imaginer que chez ces acteurs du travail temporaire, c'est peut-être nos concurrents de demain, en fait, hein, si on regarde bien, parce qu'eux vont chercher à monter dans la valeur et justement aller sur ces top experts. Et puis pour gérer la partie à la fois DAO et puis piloter un projet open source, qui est un truc pas facile, moi je viens de ce monde-là et je sais que c'est dur. Fabien Potencier nous a fait l'honneur de nous rejoindre. Donc Fabien Potencier, si vous ne le connaissez pas, Fabien est donc un Français, il a créé un projet open source qui s'appelle Symfony, qui est largement utilisé dans le monde du web. C'est une communauté de 300 000 développeurs aujourd'hui. Et pour moi, avec le fondateur de Drupal, qui est une autre techno open source, Fabien est parmi ceux qui a réussi à construire une communauté équilibrée, dans laquelle les gens se respectent, dans laquelle la gouvernance est bien construite. Il arrive à faire avancer son projet alors qu'il a 300 000 personnes réparties partout dans le monde et avec des égos, des intérêts, des histoires différentes. Et pourtant, Symfony avance à vitesse grand V. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé à Fabien de nous rejoindre. C'est pour nous aider à s'assurer, déjà qu'on faisait les choses correctement, nous, côté open source, mais ça, je pense qu'on sait le faire. Mais c'est aussi construire la communauté et s'assurer que quand la DAO est en place, les premières mécaniques qui seront mises en place seront les bonnes. Slide numéro 11. On en arrive donc à l'ICO. On a déployé un modèle particulier d'ICO. Enfin, particulier, pas particulier. On vient, comme je vous l'ai dit, du monde de la... alors, j'allais dire du venture capital, mais aussi des boîtes cotées. Et il y a un truc qui nous a surpris quand on est arrivé dans le monde des ICO, c'est que finalement, vous présentiez un projet. Alors, souvent, d'ailleurs, à l'époque, il n'était même pas commencé. Et puis, vous preniez 30, 40, 50 millions de dollars. Et puis ensuite, vous dites, c'est pas grave, on va déployer le projet, on va le développer. C'est quelque chose dans lequel on n'est pas très confortable. Ça ne nous paraît pas complètement naturel. Ce qui nous paraît naturel, c'est d'avoir les fonds pour accélérer la boîte pendant une durée donnée. Et puis, en fonction des résultats que vous obtenez, eh bien d'avoir la capacité à lever une somme supplémentaire, comme ça se passe dans le monde du venture capital. Pour aller même jusqu'au bout du raisonnement, trop d'argent trop vite, c'est jamais bon pour une boîte. Ça, c'est très personnel, enfin, c'est partagé par l'ensemble de l'équipe. On ne l'entend pas du tout dans le monde des cryptos. Donner 50 millions de dollars à une boîte, c'est jamais bon, quelle que soit la qualité de l'équipe. On pourrait faire des stats là-dessus. Donc, comment on s'organise? C'est très simple. On a 150 millions de tokens qui seront libérés au total.
on a 67% de cette masse-là qui est dédiée au financement de la croissance de la boîte, donc à la partie ICO. On le fait en 2 temps. Premier round maintenant, donc private pre-sales en ce moment, crowd sales qui démarrera en juin, soft cap à 5, hard cap à 20. Donc tous les tokens qui ne seront pas vendus sur ce qu'on appelle le round A seront frozen pendant 12 mois. Et dans 12 mois, ou dans 18, ou dans 3 ans, ou dans 4 ans, on aura la capacité à libérer l'ensemble des tokens qui ont été alloués à la crowd sales. Alors on le fera, c'est une question qu'on a souvent et ce n'est pas toujours très évident. Évidemment, on ne va pas, supposons qu'il nous reste, je ne sais pas, 50 ou 60 millions de tokens, on ne va pas lâcher 50 millions de tokens sur le marché comme ça. En gros, ce qu'on imagine, puisqu'on a déjà une plateforme, on a déjà des clients, c'est qu'en fait, à partir du moment où on aura ces tokens qui seront unfrozen, ça sera probablement nos clients et les freelances qui vont les acheter. C'est-à-dire qu'à travers la plateforme, vous avez la capacité à acheter des tokens, et donc au fil de l'eau, en fait, à travers la plateforme, plutôt que de les acheter directement sur le marché, pour une partie d'entre eux, on pourra les réaliser sur 3-4 ans pour continuer d'alimenter la boîte. Donc ça, c'est le modèle. L'idée, c'est bien ça, c'est d'avoir les moyens de jouer dans la cour des grands assez vite, mais de le faire en laissant la communauté aussi. Alors, quand je dis la communauté, c'est aussi les clients, hein, parce qu'il y a ceux qui investissent dans le token aujourd'hui, mais les freelances et les clients, ils sont aussi intéressés à voir comment ça évolue. Donc l'idée, c'est avoir les moyens de se développer et de positionner la boîte à l'échelle mondiale et accélérer dès le départ, mais en laissant à tout le monde à minima 12 mois pour voir comment ça progresse et éventuellement reparticiper au round B. Bon, après, vous avez tous les éléments. J'oublie un point. Ah oui, le dimensionnement global. Il y a quelques articles de presse, en particulier en France, enfin uniquement en France d'ailleurs, qui sont partis un peu vite sur un chiffre de 60 millions. 60 millions, c'est le besoin de financement. On considère aujourd'hui, pour créer un leader mondial sur ce marché-là et de rentrer dans le top 3 mondial, il faut 60 millions de dollars. Vous l'avez dans le white paper. Comment on calcule ça? On calcule de 2 façons. La première, on le fait en partant du bas. On dit voilà les équipes dont on a besoin, voilà à peu près ce que ça coûte. Donc voilà à peu près le budget global, ce qu'on appelle du bottom-up. Vous partez de votre besoin, puis vous dites voilà ce dont je vais avoir besoin. Et puis on a aussi une autre approche qui marche très bien, on l'a pratiqué dans d'autres vies, c'est vous regardez vos concurrents. Tous nos concurrents centralisés ont levé entre 60 et 170 millions de dollars. Ils ont en général démarré de 2000 à 2010. Donc, on a besoin de moins d'argent qu'eux. Parce qu'on arrive après eux, finalement. Upwork, dont on parlait tout à l'heure, il a déjà évangélisé le marché. C'est facile pour moi d'arriver de dire, tu sais, monsieur le freelance, je prends 0%, j'affiche pas les prix parce que je veux pas rentrer dans une course au prix le plus bas, je te certifie tes compétences et tu participes à la gouvernance. Ces 4 choses-là, je les ai pensées parce que je connais très bien ce marché. Et pourquoi je connais très bien ce marché? Parce que Upwork a eu 170 millions de dollars pour financer sa boîte, il a structuré le marché et malheureusement, il l'a structuré d'une façon qui me laisse aujourd'hui une porte béante. Donc, on n'a pas besoin de 170 millions de dollars pour se financer. On pense qu'autour de 50-60 millions de dollars, on arrive à quelque chose de tout à fait raisonnable. Notre objectif, je ne vous l'ai pas dit, c'est ça que j'oubliais, j'étais en train de chercher. Notre objectif est de rentrer dans le top 3 mondial des plateformes de freelancing. Pas forcément décentralisé, hein. Nous on sera décentralisé, mais peut-être que les 2 autres seront encore centralisés. Et par contre, d'être la première DAO à rentrer dans ce top 3. Ça, c'est une très très grosse motivation de l'équipe. Voilà, on vient de fixer la conversion. On a un peu changé parce que comme l'Ether, bon, c'est toujours un peu le yo-yo les cryptos quand même. Mais là, on a un peu ajusté pour que ce soit un peu plus équitable pour tout le monde. Donc, on a fixé hier un Ether pour 1000 Talao tokens. Ce que vous avez sur le slide numéro 11. Voilà, c'est long, mais après quelques questions, puis j'espère avoir répondu à pas mal de trucs. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez, des questions qui n'ont pas été abordées, que vous voulez qu'on aborde maintenant? Oui, déjà, merci. Ouais. Bah, merci à vous. Hein. Vous avez arrêté le match, hein, c'est officiel. Oui, bon, il y a le replay. Pierre-Marie, tu voulais intervenir, poser des questions? Oui, bon, excellente présentation, c'est vraiment très, très appétissant, je vais dire. C'est peut-être même un peu trop parfait.
Je peux vous donner le défaut si vous voulez. Hein. Je peux vous Bah, dire bah, les deux trois trucs qui peuvent. non, mais bon, moi je vois bien comment une boîte comme ça, devenant numéro 3, va se valoriser, ne serait-ce qu'en termes de capital, Ouais. de manière extravagante. J'ai un peu de mal à voir comment va se valoriser le token. Voilà. Ouais. Donc, j'ai Ouais. pas une Ouais. Alors, question là-dessus. ouais. Alors, je vais. C'est dommage parce que c'est votre première question. Je vais faire. Mais j'ai quand même essayé de répondre. Sur la valorisation, vous avez entièrement raison. Peut-être un détail près, c'est que et les statuts sont sur IPFS. On s'interdit de se verser des dividendes. Donc, en termes de cession, parce que la bonne question, pour la résumer, peut-être pour ceux qui ne sont pas trop du truc, c'est que finalement, quand vous avez une boîte qui fait une ICO, il y a quand même un truc un peu antinomique. C'est que d'un côté, vous avez du capital, c'est-à-dire les actions de la boîte, avec éventuellement des gens qui, demain ou dans 10 ans, sont intéressés pour racheter la boîte et donc racheter ces actions. Mais finalement, ces actions sont déconnectées des droits associés au token. Parce que c'est même le principe de la tokenisation dans pas mal de cas, c'est qu'il y a en tout cas pour l'instant, il y a une décorrélation entre les actions de la boîte et le token. Donc, vous avez deux questions. La première, c'est de dire, moi, j'achète du token. Donc, moi, mon but, c'est que le token, il prenne de la valeur. Finalement, la valeur de l'action ne m'intéresse pas. Elle intéresse les actionnaires, elle n'intéresse pas les détenteurs du token. Donc, je vais sur les deux points. Sur la valorisation de la boîte, vous avez raison, extravagante, je ne pense pas, parce qu'on abandonne nos droits aux dividendes. Donc, de toute façon, vous minorez déjà la valeur de la boîte. Maintenant, c'est vrai que s'il y a 5 millions de freelances qui utilisent la plateforme avec du token qui tourne, oui, la boîte en termes d'actionnaire, et je suis un actionnaire de boîte, elle aura une valeur, c'est clair. Vous dire combien, j'en ai fichtrement aucune idée, et très honnêtement, c'est même, je ne vais pas dire que ce n'est pas le sujet, parce que ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas notre focus, parce que ça va être compliqué de vendre une boîte, où vous allez expliquer que finalement, c'est le token qui tourne, que vous prenez 0% de com, que la DAO a... imaginez que vous vendez une boîte sur laquelle 5 des 9 membres du conseil d'administration ne sont pas des représentants des actionnaires. C'est un truc de fou, ça, si vous regardez le détail. C'est-à-dire que l'acquéreur de la boîte, dans 5 ans, il est minoritaire au conseil d'administration. Parce qu'au conseil d'administration, sur les 9 postes, vous en avez 5 qui seront de la DAO. Et la DAO représente la communauté. Donc, ça sera quand même pas très simple à vendre, hein, en termes de boîte. Et pour répondre à votre question sur le token, parce que celle-là, c'est la plus importante. Ça fait un moment maintenant qu'on est dans ce monde-là, peut-être moins que beaucoup d'entre vous, mais enfin, ça fait un moment. Je ne sais pas si quelqu'un a la vraie vision de la valorisation d'un token. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas. Je peux vous donner on a quelques contacts et quelques convictions. Je ne vous parle pas de la valeur du token 3 mois ou 6 mois après l'ICO. Hein. Ça, c'est autre chose. Entre ceux qui ont eu un gros bonus, qui lâchent tout de suite, ceux qui n'en ont pas eu, enfin, je ne parlerai pas de cette mécanique-là. Tous ceux qui sont dans du short terme, ils savent très bien faire ces calculs-là et ils savent s'ils vont gagner de l'argent ou s'ils ne vont pas en gagner. Si on se place juste un tout petit peu plus loin, on se dit voilà, je prends mon token et je le garde 1 an, ou en tout cas, je vais en garder une partie 1 an. La valeur d'un token, c'est 3 choses. La première, c'est est-ce que le token, il est stocké? Est-ce que les gens qui acquièrent le token ont un intérêt à ne pas le remettre sur le marché? Il y a quelques bons papiers là-dessus, je pourrais vous les pousser si ça vous intéresse. Donc, quand on regarde un token, moi, une des choses que je regarde, parce que je trouve que je fais quelques ICO aussi, la première chose que je regarde, si je me place sur du long terme, c'est de dire, est-ce que le token, dans son utilité, il y a quelque chose qui est lié au fait qu'il soit stocké? Parce que quand c'est stocké, ça, pour parler simplement, parce que je sais mal l'expliquer en mathématiques, mais il y a quelques belles formules, c'est que vous créez de la pression en fait sur le token. S'il est stocké, ça veut dire que vous avez moins de masse monétaire qui circule. Mais à contrario, le deuxième élément de valorisation d'un token, il faut que la vélocité de ce token, elle existe. La vélocité, c'est en gros, c'est le nombre de fois où le token change de main. Hein, si on compare à de la fiat, c'est le nombre de fois où la monnaie, elle sort de la poche. Donc, pour qu'un token prenne de la valeur sur le long terme, il faut qu'il soit utilisé. Donc, vous voyez, il y a un petit truc un peu contradictoire. D'un côté, il faut qu'il soit stocké, de l'autre côté, il faut qu'il circule. Et puis, une troisième chose que vous allez rajouter au-dessus, c'est la spéculation. C'est-à-dire la psychologie collective qui fait qu'à un moment, les gens pensent qu'en gardant plus longtemps, il va prendre de la valeur. Quand vous regardez bien, la spéculation, ça revient quand même aux 2 cas précédents. C'est-à-dire quand vous spéculez, c'est soit que vous gardez
en pensant que ça va prendre de la valeur, soit que vous faites tourner, vous faites de l'intraday par exemple, vous faites du trading dans la journée parce que vous faites tourner, c'est là où vous créez de la valeur. Donc finalement, ça se rapproche un peu des deux cas précédents. Donc pour répondre à votre question, nous on a designé notre token avec 3 choses en tête. La première, il a des fonctions de stockage. On n'allait pas tokeniser une boîte sans avoir la certitude que ce token avait une utilité stockée. Et il en a dans notre cas, puisqu'il sert à 2 choses stockées, à avoir son vault ouvert, entre guillemets, et pouvoir participer à la gouvernance. C'est que du dépôt, hein. C'est pas consommé par Talao ou par je ne sais pas quel intermédiaire, mais il est stocké. Puis ensuite, il faut qu'il y ait de la vélocité. Pour qu'il y ait des vélocités, il faut qu'il y ait de l'usage. Et notre token, il est utilisé dans un certain nombre de situations. On a parlé tout à l'heure des features de type premium, on a parlé des marketplaces qui vont aider à faire tourner le token. Et ensuite, le troisième élément qu'on a pris en compte, ça c'est plutôt nos réflexes d'entrepreneur. Alors ça, pour le coup, j'ai discuté avec pas mal de pools et pas mal de gens de la crypto, et je pense que là, on est un petit peu orthogonal par rapport à parfois à ce qui se dit. On est une des rares boîtes, et c'est pas de la prétention, c'est un constat. On est une des rares boîtes où je sais vous dire qu'il y a 100 millions de freelance. Je ne sais pas si j'en aurai 100 millions, 50 millions, 10 millions, 10 000 ou zéro, hein, mais j'ai aujourd'hui 100 millions de freelance qui ne sont pas complètement bien dans leur boulot. Je leur offre une plateforme qui résout une partie de leurs problèmes avec un token qui va prendre de la valeur au fur et à mesure qu'ils l'utilisent. Donc j'ai un grand marché qui existe déjà. Je ne suis pas en train d'essayer de faire un produit d'infrastructure qui peut-être va être plus rapide que machin, ou va compléter Ethereum d'un truc qui peut-être ça va marcher, ou peut-être pas, ou je sais pas. Non, moi demain, j'ai la moitié de mes équipes, c'est des commerciaux. Ces commerciaux, je les divise en deux. J'ai une partie des commerciaux qui vont aller chasser les meilleurs freelances. Donc, c'est pas du commerce au sens ça rapporte de l'argent, mais j'ai besoin sur chacune de mes communautés d'avoir les 100, 500 ou 1000 leaders d'opinion, les 1000 meilleurs freelances. Donc, je vais avoir des commerciaux, donc ça va être le boulot. Et puis, l'autre partie des commerciaux, ils vont faire le tour des clients qu'on a déjà pour développer l'usage du token. Et puis, ils vont aller acquérir de nouveaux clients pour qu'on développe des marketplaces, pour qu'ils achètent des services premium, pour qu'ils fassent tourner le token. En ayant ces trois approches-là, j'ai un token que je sais stocker, j'ai un token qui circule et j'ai une organisation qui me permet, j'ai un marché et une organisation qui me permet d'adresser le marché. Moi, ma conviction en tant que détenteur de token, Talao, j'entends, c'est que je pense que ça va s'apprécier. Maintenant, si l'AMF enregistre ce discours-là, c'est pas une prévision, c'est pas une vente, c'est juste une conviction personnelle. Et après, chacun fait son homework pour voir si ça peut marcher. Mais pour répondre à votre question, j'ai aucune certitude et je serais curieux de savoir qui peut en avoir sur la valorisation d'un token, on va dire à plus de 12 mois. Mais si j'enlève la spéculation, si j'enlève cette dimension-là, qui marche dans un sens ou dans l'autre, hein, bien ou pas bien, peu importe, mais ça, je ne la maîtrise pas, ou en tout cas, je ne la maîtrise pas beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que j'ai un token qui a une utilité avec un marché de 100 millions de personnes qui est en plus en forte croissance, avec des gens que je sais identifier et je sais construire une organisation pour les adresser. Donc, je me dis globalement, ça doit marcher. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, évidemment, il y en aurait bien d'autres, mais je vais laisser les autres poser des questions. Ah, mais on peut continuer en DM si vous voulez. Peut-être. Moi, ce sujet-là est passionnant. Moi, j'ai une question. Là, à l'heure actuelle, vous avez une plateforme qui est déjà fonctionnelle, c'est ça? Ouais, sur la partie marketplace. Sur la partie marketplace. Vous pouvez y aller, talao.io. D'accord. Et vous avez combien d'utilisateurs sur la plateforme? Alors, on a 30 000 experts référencés, c'est-à-dire de gens qui sont inscrits, et on en a 6 000 sur ces 30 000 qui sont vraiment actifs. C'est-à-dire, sur l'année, j'ai regardé ce matin là, pour un autre call, sur l'année 2017, on a eu 300 000 crédits utilisés par les talents. Si vous regardez sur la plateforme aujourd'hui, en fait, on a déjà une monnaie qui s'appelle le crédit. Elle n'est pas crypto, hein, mais c'est celle-là qu'on va basculer avec le Talao token. Et donc, quand vous regardez ces 300 000, alors je ne vais pas dire token, ces 300 000 crédits contournés, c'est à peu près 6 000 experts qui ont été impliqués. Donc, on a encore, tout à l'heure, je crois que c'est Pierre-Marie qui disait que l'histoire était belle et que peut-être trop belle. Je peux vous donner des challenges, on en a une liste pleine comme le paperboard. Un des challenges qu'on a, c'est de faire que les freelances utilisent plus la plateforme. C'est-à-dire que je vous ai sorti un bel argumentaire qui est de dire
c'est 0% de commission, la réputation est dans la blockchain, etc., etc. Et ce que je vous dis est vrai, il y a des gens qui ne vont pas le croire. C'est-à-dire qu'ils vont dire non, mais c'est pas possible, j'ai bien vu, d'habitude c'est 10%, 15% où je paye, etc. Donc, un des challenges qu'on a, c'est que les freelances qu'on récupère utilisent à fond la plateforme et convertissent l'intégralité de leur chiffre d'affaires. Parce que s'ils convertissent l'intégralité de leur chiffre d'affaires, ça veut dire que c'est toute leur mission qui passe par chez nous. Si toute leur mission passe par chez nous, ça veut dire qu'on aura plus de certificats du freelance et le freelance, il va comprendre la valeur. Plus il y a de missions, plus il y a de certificats, plus il y a de clients qui disent ah bah oui, tiens, ce freelance, c'est un bon et je veux bien l'employer. Donc on a un challenge derrière ce qu'on appelle la rétention et puis le développement. Voilà. Donc 30 000 inscrits et 6 000 qui utilisent vraiment sur 2017. D'accord. Et par rapport à votre business model, donc en premium, et par rapport au coût, parce que je suppose qu'il y a quand même des serveurs et des Ouais, charges absolument. derrière, Ouais. vous avez calculé un peu la masse critique à atteindre, le Alors, point à ouais, partir duquel vous êtes rentable? ouais. Il y a aussi une variable dans l'équation, c'est combien on lève à l'ICO. Parce qu'on ne va pas dimensionner la boîte sans avoir la capacité à tenir 3 ans. Hein. On a suffisamment d'expérience pour. Donc, pour répondre à votre question, il y a aussi un moment, il faut voir combien rentre dans la boutique suite à la vente des tokens, et à partir de là, on dimensionne. Moi, je vous donne le plan idéal tel qu'on aimerait le déployer. Si on lève, si on touche la hard cap, on sera sûrement plus agressif. Si on est plus proche de la soft cap, on sera moins. D'accord ? Là, les chiffres que je vous donne correspondent à un montant un peu intermédiaire. Allez, pour donner un peu des chiffres, ça correspond à peu près à une ICO entre 8 et 10 millions hein, sur le premier, enfin sur le round 1, sur le premier tour. Donc, je vais déjà vous donner les chiffres 2018 parce que ça, on y est déjà quasiment. Ça peut paraître un peu bizarre parce qu'on n'est que début mai, mais il y a une inertie dans le système. C'est-à-dire que vous regardez combien de freelances vous arrivez à faire gagner, combien de nouveaux clients vous arrivez à faire rentrer, etc. etc. Donc aujourd'hui, on devrait être autour des 200 000 en 2018, hein, 200 000 talents inscrits. Donc là, ça commence à être sympa, hein, c'est qu'on commence à arriver dans les bons players, là, en ayant 200 000. Sur ces 200 000, on pense faire un tout petit peu mieux que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, on pense qu'on va en avoir entre 80 et 100 000 d'actifs et qui vont avoir au moins une fois répondu à une mission. Ce n'est pas toujours une mission qui est rémunérée, mais en tout cas, ils ont compris la plateforme, ils sont rentrés dedans, ils ont interagi. Ça représente à peu près 4000 missions qui sont contractualisées par la plateforme, qui passent. Bon, j'insiste, toujours pas forcément payé en Talao token. Il faut qu'on ait une centaine de clients. Là, pour le coup, c'est un peu plus difficile à prévoir parce que c'est un peu plus erratique que le commerce, mais pour l'instant, on est pas mal parti. Juste sur la plateforme qui tourne, on estime qu'il y aura entre 500 et 600 000 tokens qui devraient tourner sur la plateforme. Et notre priorité, c'est ce sur quoi on bosse en parler de l'ICO, ce qui fait que ça fait pas mal de taf. On veut avoir 5 marketplaces privés d'ici la fin de l'année. Sachant qu'aujourd'hui, on n'en a qu'une, hein, on n'a que Airbus. Donc l'idée, c'est d'en signer 4 dans l'année, de façon à encore renforcer la dynamique du token. On n'a pas fait beaucoup de prévisions sur la première année, sur le nombre de services premium qui seraient utilisés, parce que honnêtement, on n'a pas encore la masse critique de clients pour pouvoir sortir des vrais stades. Donc, plutôt que de s'appuyer sur des chiffres sur lesquels il y a trop de variance et prévoir un truc où de toute façon ça ne vaudrait rien dire, on préfère, nous en interne en tout cas, pas se fixer des objectifs de chiffre d'affaires sur cette partie premium. On préfère se fixer des objectifs de chiffre d'affaires sur la partie private marketplace qui est beaucoup plus sympa. Ensuite, si vous déclinez et vous arrivez alors comme d'habitude, hein, c'est le plan idéal, donc ça ne se passera pas comme ça. Ça se passera peut-être moins bien, ou peut-être beaucoup mieux, ou peut-être différemment. Mais l'idée, c'est 5 millions de freelance en 2022, fin 2022, avec 1 million de missions qui passent par la plateforme. Si on arrive à ça, on arrive à entre 1 et 3 milliards de ce qu'on appelle le GPV, c'est-à-dire la masse, l'argent qui passe par la plateforme pour des missions. Et à partir de là, vous pouvez considérer que vous faites un chiffre d'affaires entre 20 et 40 millions d'euros. Enfin, de dollars, pardon. Parce que quand vous prenez les métriques de l'industrie sur des boîtes qui ont un peu le même modèle, c'est-à-dire
premium et puis des offres spécifiques entreprises qui peuvent être de la marketplace ou autre chose, en général, on est autour de 2% de la masse d'argent qui passe par la plateforme. Donc, si vous avez 1 milliard, vous récupérez 20 millions de chiffre d'affaires. C'est à peu près ce qu'on a en tête. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? J'ai oublié un point qui est important aussi, même si ce n'est pas dans votre question, mais comme ça, vous aurez l'ensemble de notre modèle. On a un modèle qui est relativement linéaire par rapport au nombre de communautés qu'on crée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous créez une nouvelle communauté, vous amenez des nouveaux experts, vous amenez des nouveaux clients et vous amenez des nouveaux revenus, etc., etc. Donc on a en 2017, donc on peut presque considérer qu'on est encore en 2017 de ce point de vue-là, on a 2 communautés. On a la communauté de l'aéronautique et du spatial et la communauté de l'énergie. Donc derrière l'énergie, c'est essentiellement pétrole et nucléaire. On va ouvrir la communauté informatique, enfin IT, qui est évidemment une communauté importante. Et l'objectif, fin 2018, c'est d'avoir 5 communautés ouvertes pour toucher ces 200 000 talents. On considère à peu près en moyenne, on a 30 à 40 000 talents, bien déployés, on a 30 ou 40 000 talents par communauté. Est-ce que ça répond à la question? Ça répond bien à la question, merci. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions. N'hésitez pas, hein, profitez-en, même les questions qui font mal. Si l'histoire est trop belle, posez des questions qui font mal. On ne peut pas rester sur une histoire trop belle. Le bonus de la pre-sale, c'est combien? 33% avec une contrib mine de 100 Ethers. C'est dans le smart contract. Hein. J'ai oublié de préciser, tout est en Ether, pas de fiat, tout est publié. Enfin, je pense que je parle à des experts et vous savez faire la différence entre les ICO, mais on est full Ether, tout est transparent, le smart contract a été audité, vous pouvez le regarder. Le bounty est en train d'être fini sur la partie sécurité, donc a priori, il n'y a pas de bug trouvé. Donc on déploiera et le bonus est codé dans le smart contract. Et aujourd'hui, en termes d'investissement, vous en êtes à combien? Je ne répondrai pas directement à la question parce qu'on n'a pas déployé le smart. Donc tant que c'est pas dedans, c'est pas dedans. C'est ma grand-mère auvergnate qui me disait ça. On va dire qu'on se rapproche de la soft cap. Pardon, j'ai pas compris. Oui, ça coupe parfois. Je suis désolé, je pense que ça vient de chez moi. On se rapproche de la soft cap. On a aujourd'hui une bonne appétence du projet. Ça se passe plutôt pas mal. Après, voilà, on sait qu'une ICO, c'est pas simple par les temps qui courent. Donc, on verra quand on déploiera le smart contract et on verra ce qui rentre dessus. D'accord, mais ce n'est pas tout à fait le sens de ma question. C'est combien vous avez investi aujourd'hui dans la boîte? Ah, pardon, je n'avais pas compris la question. Moi, à titre personnel, 10 000 €. Donc, je ne suis pas celui qui en a mis le plus. Thierry a mis 10 000 ou 20 000, je ne sais plus. Nicolas a mis 90 000 ou 100 000, un truc comme ça. Johan, je ne sais pas. Bertrand, je ne sais pas. Voilà. Ça, c'est les vrais chiffres. À la création, hein. C'est soit la création, soit à un moment on met au compte courant parce qu'il faut mettre au compte courant. Ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment enrichi en vendant vos anciennes boîtes ou parce que vous êtes particulièrement… Moi, je suis auvergnat, moi. Ça doit répondre à votre question. Non, clairement… On va passer de votre investissement de l'ordre de 100 000 € à quelque chose qui va peser 20 millions tout de suite. C'est quand même spectaculaire. Oui, ça, je suis d'accord. Pour l'actionnaire que je suis et puis avec l'histoire et quand on sait comment marche le monde de l'equity en général, ouais, c'est pas des ratios et l'actionnaire que je suis trouve que c'est plutôt sympa. Ouais, je suis d'accord avec vous. Maintenant, la réalité, c'est que la boîte n'a de valeur que si elle prend la position qu'elle prétend avoir. C'est pas le cash qui va rentrer qui va faire la valeur de la boîte. C'est la position qu'on va prendre. Et là, pour le coup, c'est le point que vous aviez tout à l'heure.
il y a quand même du boulot. C'est-à-dire que l'histoire telle que je vous l'explique là, je pense qu'elle est compréhensible. En plus, elle ne sort pas de nulle part. On a 2 ans et demi d'histoire et d'autres boîtes avant. Mais il y a beaucoup de challenges devant, quoi. Il va falloir vraiment bosser et construire un leader mondial. Ça se fera pas sans sang et sans larmes, ça c'est sûr. Mais ouais, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Ok, merci. Merci à vous. D'autres questions? Moi, pour le coup, j'ai pas d'autres questions. Juste une petite dernière. En termes de métier, votre focus là, ça va être d'ouvrir sur l'IT. Vous avez un autre spectre. Oui, tout ce qui est, Pas net. ouais, il y en a quelque chose qui est peut-être même plus important que l'IT, mais on le fera quand même après l'IT parce que c'est un peu plus compliqué à monter. C'est la partie conseil. Donc derrière conseil, on va mettre conseil à stratégie, conseil en organisation, management de transition, etc., etc. Ça c'est pareil, c'est un domaine qui n'est pas trop connu en France, mais il y a énormément de freelancing. D'ailleurs, souvent un peu subi, pour reprendre la question de tout à l'heure, avec des cadres qui ont, alors ça c'est le cas en France, un peu moins vrai aux États-Unis ou en Angleterre, mais des cadres qui ont été licenciés à 50-55 ans et qui pourtant ont plein d'expérience, plein de compétences et qui retrouvent sous forme de missions court ou moyen terme du boulot. Et là, il y a vraiment un truc à faire parce que il y a une demande de plein de clients, des clients dans la zone francophone, en Belgique, en Suisse, dans la zone Afrique, des gens qui cherchent des compétences très pointues sur de redressement d'entreprise, sur du plan de financement, sur des stratégies de ressources humaines, etc. Donc ça, c'est une communauté, on va dire, on l'appelle conseil, mais bon, conseil, ça veut tout dire rien dire. C'est vraiment le conseil opérationnel sur les boîtes. Ça, c'est la deuxième communauté. Et à l'intérieur de la communauté IT, enfin la communauté informatique, on ne fera pas tout de suite. On a des idées assez précises. C'est mis dans le white paper d'ailleurs, c'est pas un secret. Donc c'est cybersécurité, intelligence artificielle, blockchain. La première communauté qu'on va démarrer évidemment dans l'IT, c'est de constituer la base mondiale des freelances de la blockchain, parce que vous doutez bien que la demande est juste colossale. Et puis, on va faire aussi un peu, alors si vous êtes du métier DevOps et full stack, même si les termes peuvent être discutés, c'est en gros les développeurs sites web et sites mobiles. Parce que typiquement, il y a une demande croissante, en particulier de toutes les startups en forte croissance un peu partout dans le monde. Et on connaît bien ce marché-là. Et on sait que par exemple aux États-Unis, ils peuvent bénéficier de très très bonnes compétences venant de France ou venant de pays européens. Et aujourd'hui, ils n'ont pas du tout en tête. Donc, on veut, dans la partie IT, on veut se focaliser sur ces sous-communautés-là pour à la fois avoir du volume, mais aussi avoir de la qualité de clients. D'accord. Pour moi, c'est bon. En tout cas, je sais pas si d'autres personnes ont encore des questions ou non. Oui, moi je peux avoir une question par rapport à l'ICO justement. Ouais. Donc il y a le round A qui commence bientôt. Et c'est quoi l'intérêt de l'avoir dit? Enfin, j'ai vu que vous avez mis sur la roadmap un round B 2019. Ouais. À partir de 2019. D'accord. C'est quoi l'intérêt de splitter comme ça en deux l'ICO? C'est de laisser le temps à la communauté large de mesurer le chemin parcouru et puis au token de trouver peut-être sa vraie valeur. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je considère que pour construire une boîte de cette dimension-là rapidement, parce que ce dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est qu'évidemment on n'est pas les seuls au monde à avoir cette idée-là. Hein. Vous allez voir des projets sortir venant des États-Unis dans quelques mois qui ressemblent un peu à ce qu'on essaye de faire. Donc on considère qu'il faut entre 50 et 60 millions de dollars pour financer une boîte de ce type-là sur 5 ans, en gros, hein, ce qui correspond au cycle de financement à peu près traditionnel. Mais alors, c'est évident de le dire maintenant, mais je vous rappelle qu'on a réfléchi au sujet en novembre. Même en novembre, on n'imaginait absolument pas sortir en disant voilà, bonjour, on a besoin de 60 millions de dollars et puis on va les prendre tout de suite. Donc l'idée, c'est de dire on coupe en deux. Et puis dans 12 mois minimum, hein, puisque je rappelle le principe, les tokens non vendus round A sont frozen jusqu'à round B, mais le round B, ça sera au fil de l'eau probablement. Hein. Ça sera pas un cycle, ça sera pas une vente sur un mois ou deux.
ça permet à tout le monde de voir si le chemin parcouru est le bon, si l'histoire est aussi belle qu'elle a été expliquée, pour reprendre la question de tout à l'heure. Voilà, ça permet un peu d'équilibrer les choses, ça nous paraît plus naturel, et c'est naturel aussi pour une population d'investisseurs qui traditionnellement investissent pas trop dans les cryptos, mais qui nous connaissent, qui connaissent ce marché-là, qui connaissent nos concurrents et qui se disent que tiens, c'est peut-être le moment à partir de France de créer un truc un peu rigolo. Et ces gens-là, ça rejoint la question de monsieur tout à l'heure sur l'actionnaire d'un côté et le détenteur de tokens de l'autre. Ces gens qui sont plutôt des VC ou des investisseurs traditionnels et qui ont plutôt l'habitude des modèles en equity, vous ne pouvez pas leur dire j'ai besoin de 50 millions, donc je prends 50 millions de tokens tout de suite. Ça ne marche pas. Donc c'est aussi une façon de leur montrer que nous, on s'engage dans le temps et qu'ils auront le moyen éventuellement de se repositionner une deuxième fois ou une troisième fois plus tard. D'accord. Et à partir de quel moment vous aurez une mise en service fonctionnelle de votre système basée sur le token? Alors, la marketplace au premier jour, puisqu'on a déjà les crédits et on convertira les crédits en Talao token, hein, ça c'est compris. Alors par contre, il y a des choses qui ne sont pas en place tout de suite. Vous pouvez le regarder dans la roadmap, par exemple dans la marketplace, qui va nous manquer, c'est le système de ce qu'on appelle les escrocs en français. Alors en français, c'est les comptes de cantonnement, hein, c'est pas les escrocs. Les comptes de cantonnement, c'est quand vous payez une prestation. Vous êtes client, la prestation est une prestation, je sais pas, de 50 000 euros. Vous mettez 5 000 euros sur un compte de cantonnement, comme ça le freelance est rassuré sur le fait que l'argent existe vraiment. Et le client sait aussi que le freelance n'aura pas l'argent tant que la mission ne sera pas finie. Donc ce système d'escroc, il est prévu pour septembre, je crois. Enfin, je regarde la roadmap, mais vous l'avez, je crois, dans le white paper. Donc ça sera opérationnel au premier jour. Le Vault, dans sa version, dans ce qu'on appelle MVP, c'est-à-dire sa version minimale, le code va être disponible dans pas longtemps, mais dans sa version vraiment minimale, fonctionnelle, on sera sûrement un tout petit peu après l'ICO, on sera courant été. Quelque chose, bon, c'est fixé officiellement, je crois que vous regardez la roadmap, je crois que c'est fin août. Bon, on fera sûrement un petit peu avant parce que ça avance bien, mais bon, voilà. Et sur la partie DAO, c'est ce que je disais tout à l'heure, la partie inverse dans la roadmap. Mais comme on pourrait se rapprocher d'acteurs qui font déjà des solutions de DAO, peut-être que la partie DAO arrivera plus vite et qu'arrive avec peut-être un fonctionnement light de la DAO au troisième trimestre de cette année. Mais ça sera light, hein, il y a encore beaucoup de boulot. Pour répondre à votre question, marketplace tout de suite, fonctionnel pour les freelances, pour les clients. Le Vault, fonctionnel relativement rapidement pour les freelances durant l'été. Et puis après, la partie DAO qui démarrera. Ok, merci. D'autres questions, messieurs? Moi, j'en ai éventuellement une. Ouais. Tout d'abord, merci pour la présentation, c'était très clair. Merci. Ma question, elle va aussi un peu rebondir sur l'interview qui avait été faite avec la bulle crypto. En fait, moi, je travaille dans l'ingénierie, dans le génie civil particulièrement. Il y a un domaine de compétences qui est en train d'exploser dans mon domaine, qui est le BIM. Je sais pas si quelqu'un sait ce que c'est. Ouais, c'est la valorisation des données, c'est ça? Ouais, enfin, c'est une espèce de maquette 3D pour tous les projets en génie civil, et enfin, même 4 dimensions, parce qu'il y a aussi toute la vie du projet, y compris C'est l'exploitation. ça, c'est ce que. Alors moi j'appelle ça le PLM, mais Product Life Cycle Management. Mais en gros, c'est vous concevez et puis vous suivez l'ensemble du projet de bout en bout, c'est ça, maquette virtuelle. En gros, il y a tellement de choses à mettre dans le BIM. Enfin, c'est pas le sujet de ma propos. Bref, je rebondis sur une connaissance que j'ai, qui était relativement jeune. J'ai l'impression que dans tout ce marché des freelances, moi, pour connaître certains experts, etc., c'est des personnes qui ont les cheveux grisonnants, bien souvent. Absolument, ouais, on a des retraités dans les experts. Enfin, souvent. Et là, je pense à un collègue que j'ai pu avoir, qui est très jeune, etc. Et entre guillemets, je pense à un jeune talent qui sortirait d'école et qui n'aurait que comme valeur à mettre dans sa réputation, dans le Vault, son diplôme. Et je sais que dans l'interview qui a été faite avec la bulle, à un moment, vous échangez sur des espèces de valorisation à mettre dans le Vault réputation d'un talent, ce diplôme directement par l'école. Je veux dire, mais est-ce que cette pratique se fait déjà? Est-ce que ça se fait avec des écoles françaises? Enfin, où en est cette démarche, en gros? Oui. Alors, dans le monde anglo-saxon, vous avez une vingtaine de... Quand je dis dans le monde anglo-saxon, c'est les États-Unis,
je ne suis pas sûr qu'il y ait l'Angleterre. Vous avez MIT, Harvard et en gros quelques autres grandes qui utilisent une technologie qui s'appelle BlockCert. Et effectivement, ils le font aujourd'hui. Dans le monde français, je ne l'ai pas vu, donc je préfère ne pas en parler, parce que tant que je n'ai pas vu le diplôme certifié, je considère que ça n'existe pas, parce que ce n'est pas parce que ça, on en a parlé dans la presse que ça existe. Mais ce que je disais tout à l'heure, on s'est rapproché d'une société française qui s'appelle BC Diploma. Et BC Diploma, non seulement la techno est bien, mais en plus, ils ont vraiment des bonnes relations avec les bonnes écoles francophones, plutôt en France. Mais voilà. Donc, pour répondre à votre question, dans le monde anglo-saxon, c'est déjà déployé. Vous allez sur BlockCert et vous verrez la liste des écoles. Et en France, je sens que c'est pas loin. Maintenant, je peux pas vous donner ni des noms ni vous certifier parce que moi, je les ai pas vus. Donc, mais je sais que ouais, on n'en est pas loin. Maintenant, ça résout pas le problème en fait. Parce que les diplômes, c'est un problème dans certains pays, la Chine, l'Inde, dans ces pays-là. C'est pas un problème, ou c'est très peu un problème, dans les pays développés. Enfin, pardon, il faut que j'arrête d'appeler ça les pays développés, parce que l'Inde et la Chine se développent. En tout cas, dans les pays traditionnellement très structurés côté éducation. Il n'y a pas beaucoup de faux diplômes aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de faux diplômes en France. Il y a éventuellement, de temps en temps, des personnes qui se revendiquent d'un diplôme qu'ils n'ont pas eu ou qui ont arrêté avant la fin des études. Non, le problème d'un jeune freelance qui arrive, et c'est important, hein, parce que si vous connaissez pas mal de jeunes, il y en a beaucoup qui rejoignent soit les startups, soit qui ont fait une petite entreprise quand ils étaient étudiants et qui se mettent en freelance en sortant. Non, la difficulté, c'est d'accumuler de l'expérience, de l'expérience certifiante. Et là, la vision qu'on a, c'est que dans certaines industries, sortant d'école, vous avez des freelances qui vont pouvoir, enfin, vous avez des jeunes qui vont pouvoir rapidement se mettre en freelancing. C'est le cas dans l'industrie informatique. Parce que dans l'industrie informatique, vous pouvez très bien avoir contribué du code informatique à un projet open source. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut avoir des demi-preuves que vous avez une forme de compétence sur telle ou telle, sur telle ou telle compétence. Oui. Donc, dans notre digital, dans le Vault, vous avez un indice de confiance. Si vous regardez le white paper, et l'indice de confiance, il va dire ah bah là j'ai 100% de confiance sur ce certificat parce que c'est une mission que j'ai vue passer. Ou alors j'ai 50% de confiance parce que c'est un certificat qui vient de GitHub et parce qu'on a vu qu'il a fait tant de lignes de code et qu'elles sont très bien notées. Donc on a la capacité dans le monde de l'informatique, même pour un jeune, à donner une valeur à son expérience. Par contre, dans le domaine du génie civil, typiquement, ou dans le monde industriel, je pense que s'il ne passe pas par des employeurs, ça va être compliqué à la fois d'acquérir de l'expérience et à un moment de la valoriser. Puisque ce que je n'ai pas expliqué, c'est qu'un des plans qu'on a, ça ne sera pas à court terme, hein, on ne fera pas ça dans les 18 premiers mois, mais l'idée est évidemment, une fois qu'on a les marketplaces chez les clients, de se connecter au système d'information des clients pour que le client certifie aussi que ses collaborateurs ont bien travaillé chez lui de telle date à telle date. Ça intéresse beaucoup un salarié. Qu'un salarié puisse partir de chez son employeur en prouvant qu'il a bien travaillé sur telle ou telle fonction. Donc, ça arrivera aussi progressivement avec des jeunes qui passent par l'entreprise et qui quittent ensuite l'entreprise et qui partiront avec leur bagage. Mais ça dépend des industries vraiment. Hein. Je pense que génie civil et plus globalement le monde industriel. Bon, je parlais du nucléaire tout à l'heure. Je connais aucun freelance de 25 ans dans le nucléaire. Hein. Par contre, je connais beaucoup de retraités dans l'aéronautique. On a, et c'est vrai, hein, on a une partie de notre base d'experts qui sont des retraités de l'aéronautique et qui continuent de. Alors, soit parce que c'est l'avionneur qui les appelle, parce que c'est des avions qui ont été construits il y a longtemps ou des assemblages particuliers. Vous avez moins le problème quand vous construisez des ponts en général. Je pense qu'un pont, vous ne le changez pas tous les ans. Un avion qui vole, bizarrement, il est changé assez souvent. Les pièces sont changées. Et des fois, les assemblages de pièces, vous avez 100 personnes, 1000 personnes dans le monde qui savent traiter correctement. Donc, vous avez des retraités qui interviennent comme freelance. C'est une des choses qu'on ne sait pas toujours et qu'on ne voit pas toujours. On imagine toujours le freelance comme un petit jeune qui sort de l'école. En fait, il y a effectivement pas mal de freelance et d'experts grisonnants, comme vous le disiez. Merci beaucoup. Merci à vous. Questions. D'autres questions, messieurs? Toujours pas de dames d'ailleurs, je remarque qu'il y a peu de dames dans notre monde. On est bon pour tout le monde ou encore des questions? Non, ça m'a l'air plutôt
plutôt bon. Je sais pas si... Non, merci beaucoup. Bon, bah, merci à vous. Merci pour ces questions précises, pointues, et c'est ça qui est bien. N'hésitez pas. Question tout à l'heure sur la valeur du token. Moi, je suis prêt à continuer la discussion en DM. C'est mon sujet des 2 prochaines années. Je veux comprendre comment ça marche et je suis pas sûr qu'on ait encore tous compris. Donc, D'accord. pas de problème pour poser des questions. Vous avez mon Telegram, j'y suis. Sinon, je suis sur LinkedIn. Et je traîne toujours sur quelques forums, toujours en Denis Talao ou Denis LT. Ouais, c'est Tac. entendu, Ok, merci. merci. Voilà, Merci merci beaucoup. beaucoup, messieurs. Très bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir. On a un petit moment pour échanger entre nous ou c'est pas le bon moment? Non, on peut échanger, bien sûr. Non, discussion libre, pas de souci. Alors, Je- qu'est-ce que vous avez pensé à chaud?